Del Castillo, qui est infirmière plaie et cicatrisation et stomie à l'Institut Jean Godino à Reims. Ça a été facile, hein. J'ai travaillé quelques années à l'Institut Jean Godino, donc il me paraissait normal de faire intervenir Fred, qui nous a bien formés en tant qu'IBOD sur tout ce qui est stomie. Et donc cet après-midi, on va expliquer un petit peu les différentes stomies que vous pouvez rencontrer dans vos établissements, ainsi que le matériel qui peut être mis à votre disposition pour aider les soins, hein, leur installation, et puis avoir le meilleur, on va dire, vécu entre les résidents, les patients et leur stomie, quoi, en fait. Voilà. Et ben on va commencer, hein, parce que on va pas faire le quart d'heure et moi, d'accord. On va commencer à l'heure, c'est la moindre des politesses. Donc je l'ai mis dans le chat, mais en tout cas le support et le webinaire seront disponibles sur le site du CEPIAS d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, ça pourra vous faire une base documentaire pour vos collègues qui n'ont pas pu assister, ou sinon, si vous voulez faire un petit peu de formation, ça vous fera un support bien complet. Voilà. On y va, Fred? Vas-y. Alors, les stomies, en fait, bon, alors, c'est un peu barbare. Une stomie, alors, en fait, la définition grecque, c'est l'abouchement d'un organe creux à la peau. Alors, ça peut être dans tout l'organisme, hein. Là, on voit sur les images, c'est les stomies digestives. On a des stomies possibles urologiques. On peut même avoir une jéjunostomie également, mais on peut aussi avoir une œsophagostomie, ça existe. Ça peut être vraiment, allez, on va dire du cou jusque le bas du côlon. En fait, on peut suivre tout le trajet digestif, mais le plus courant quand même, c'est les stomies digestives ou urinaires. Donc, entérostomie, en fait, c'est barbare, mais entéro, c'est digestif. Donc, on va désigner une stomie réalisée avec une partie de l'intestin. Donc, en fait, ils vont aboucher de l'intestin à la peau, pour faire court. Et une iléostomie, ils vont prendre la dernière partie de l'iléon qui est avant le côlon. Et là, ça va être, dans certains cas, avant le côlon pour dériver également les selles. On pourra peut-être voir après que c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a un risque de déshydratation plus important et de brûlure s'il y a des fuites au niveau de la poche. Ça fatigue beaucoup plus les personnes que les colostomies plus classiques. Et après, les différents types de colostomies selon le niveau du cadran colique, on va dire. Donc on a, si on peut commencer, les colostomies droites, qui sont faites souvent, nous, en oncologie, en décharge. Oui, pour permettre une cicatrisation voilà, et on rabouche après. Ouais. Voilà, quand on a juste provisoire, sur une chirurgie gynécologique par exemple, qui a collé au rectum, il y a eu un geste au niveau du rectum, mais ils n'ont pas voulu, voilà, ils ont voulu protéger les sutures par exemple. Ou malheureusement dans des cas de fistule recto-vaginale, dans des cancers un peu plus avancés, où ils veulent dériver les selles sans aller trop vers le bas. Voilà, moi c'est le cas que je rencontre le plus. Et ça peut être beaucoup de choses, hein, des plaies traumatiques abdominales suite à un accident, ça peut être malheureusement suite à un accouchement qui se passe très très mal, hein. C'est de plus en plus rare, mais bon. Voilà, ça peut être pour plusieurs choses. Ou par exemple, dans des cas de maladie de Crohn, voilà, ça peut être plein de choses. Après, on a les colostomies transverses qui sont entre la colostomie droite et la colostomie gauche, on va dire. Hein. On va dire un peu mi-figue, mi-raisin. Et puis, qui vont être entre le pâteux et le liquide. Et puis les colostomies gauches, qui sont là mis plus dans des cas de cancer du rectum, on va dire. Et qui sont possiblement provisoires aussi. Hein. Avec la sigmoïdectomie. Tout à fait. Ouais. Parce que les diverticules perforés, les sigmoïdites très inflammatoires, très infectées, perforées aussi, ça va faire une stomie, on va dire un peu de décharge, quoi. Le temps que les antibiotiques fassent effet
et en protection de suture, qu'on est obligé Aussi, d'enlever ouais. diverticules. Ça va dépendre un peu de l'état du côlon global, Voilà. du chirurgien. Et les chirurgiens qui vont faire des protections, des décharges carrément sur des iléos. Et il y en a qui seront plus à l'aise à faire des colostomies droites, voire gauche. Ça, c'est vraiment... Et ça aussi, puis sur tout ce qui est chirurgie du rectum, quand c'est un peu juste et que au niveau de la suture, ça tire un petit peu, et ben on va laisser le temps entre le côlon gauche et le rectum de cicatriser pour éviter qu'il y ait des selles. Et ben avant la cicatrisation, et ben on va mettre l'anus à la peau. En fait, il faut aussi quand il y a des cas de rayons de chimio, parce que les gens vont moins bien cicatriser et ils préfèrent pas prendre de risques aussi. Oui, parce que les tissus post-rayon, ben, tout ce qui est cicatrisation, là, quand vous vous mettez à vouloir faire de la suture dans des tissus radiques, ben, là, c'est très compliqué. Et pour éviter les risques de fistule ou d'infection, et ben, ils préfèrent faire une stomie de décharge. Donc après, voilà, c'est ce qu'on disait, ça peut être provisoire le plus souvent maintenant quand même. Oui, on arrive à faire de meilleures choses tout de même. On espère qu'un jour, les stomathérapeutes, on en parlait l'autre jour entre stomathérapeutes de Reims, que ça allait peut-être un jour disparaître, peut-être pas totalement, mais moins. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui se font par geste endoscopique. Tout à fait, de plus en plus. Voilà. Les gestes sont moins invasifs, mais bon, après, voilà. Après, quand il y a une grosse tumeur, malheureusement, c'est mécanique. Et puis, au vu de la longueur des tuyaux, entre guillemets, on peut se permettre de les couper et de faire des anastomoses et les préserver en faisant les stomies. Alors après, ils essayent de faire le moins traumatique possible, mais des fois, les tumeurs ne nous laissent pas le choix. Donc, les stomies provisoires, comme on dit, c'est provisoire, donc elles sont Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui parlait ou... Bon. Elles sont destinées à être refermées à plus ou moins rapidement, donc ça va vraiment dépendre de l'état de santé du patient, de ses traitements. C'est sûr que voilà, c'est une prise en charge globale. On ne voit plus rien du tout. Non mais c'est vrai. Et voilà, plus ou moins rapidement. Donc en cancérologie, quand il y a eu chimio et radiothérapie avant, c'est une moyenne de 3 mois. La petite PowerPoint. Oui, je le remets. En fait, c'est parce que je ne vous voyais plus du tout. Ah, merci. C'était un peu embêtant, on va dire. Donc, c'est ce que dit Justine. Là, vous avez à nouveau le PowerPoint? Oui, c'est bon. C'est bon, impeccable. Et nous, on vous revoit, donc c'est impeccable. Du coup, voilà. Après, il y a des techniques opératoires un peu plus rapides où ça va se faire en 1 semaine ou 2, mais la moyenne, c'est quand même 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois et ça peut être encore plus si besoin. Si les patients, nous, en cancérologie, sont sous chimio, ou si les conditions, si les gens sont dénutris, si les conditions ne sont pas bonnes, fermer une stomie ne va jamais être vraiment une urgence vitale pour un chirurgien. Ça peut être embêtant pour le patient parce qu'il est impatient et parce que si les soins sont difficiles, voilà, on n'attend que ça, mais ça reste une chirurgie encore de refermer une stomie. Donc, faut que ça soit dans des bonnes conditions, il faut qu'il soit bien au niveau nutritif, cicatrisation, état général. Donc on ne fermera pas une stomie sur quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quand même une petite semaine d'hospitalisation avec encore une cicatrisation, une reprise du transit. C'est déjà arrivé que ça ne fonctionne pas, qu'on soit obligé de repérer en urgence, c'est rare. Mais voilà, donc il faut qu'il y ait des bonnes conditions. C'est pas anodin, ou infectieux aussi, parce qu'on travaille sur du digestif, c'est jamais complètement propre. Voilà. Après, donc il y a plusieurs types de dérivations. En amont de la lésion, ça on comprend bien, et puis comme on disait, pour protéger l'anastomose, c'est-à-dire une autre suture. Voilà, soit on va dériver en amont de la lésion pour lever l'occlusion par exemple, si la tumeur sténose complètement le côlon. Soit on va protéger l'opération, les tissus, les sutures, l'anastomose de l'intervention qui a permis d'enlever le cancer en effet. Mais voilà.
Et les stomies provisoires peuvent être confectionnées, donc là c'est un peu technique, c'est soit latéral, c'est-à-dire qu'on va faire une espèce de pont de peau. En fait, il va tirer en quelque sorte le chirurgien, il faut imaginer comme un tuyau, hein, en dehors de la peau le côlon. Et il va glisser en dessous, comme on voit, une baguette, ce qui va permettre, le temps à peu près une semaine, avec des sutures, de figer le côlon à la peau. Souvent, il y a deux, on ne voit pas, mais souvent il y a deux ouvertures, une qui déverse les selles et une qui va être là pour plus tard refermer la... Mais c'est vraiment petit, on ne voit pas forcément. Après, l'abouchement à la peau avec deux orifices, donc là ça va être deux orifices, en haut ça se fait moins en canon de fusil, l'un à côté de l'autre. Et l'abouchement à la peau d'un orifice, là c'est un peu plus quand c'est définitif, ou pas forcément. On a aussi, comment à la fin on voit le Hartmann, c'est-à-dire qu'ils vont aboucher directement le côlon, mais ils laissent un moignon avec une partie du rectum et du sigmoïde dans le ventre, qui sera prête pour resuturer, remettre en continuité plus tard. Donc ça c'est un peu plus des anciens chirurgiens qui font ça, mais ça se fait encore. Ça se fait encore. Des fois, suivant la tête de la lésion, et on ne veut pas tirer sur le moignon, là. Parce que ça oblige à tout décoller. Hein. Donc là, vous êtes en train de modifier tout ce qui est, comment dire, anatomique. Donc ça peut être compliqué. Donc on préfère mettre à la peau, laisser les moignons, voir un petit peu comment ça travaille. Parce que des fois, il y a de la chigno qui se fait entre-temps. Et donc là, on va éviter de malmener qui pourra faire la suite, la continuité intestinale. En fait, il faut imaginer que le côlon, il est tenu au niveau des deux cadrans coliques en haut, il est tenu au niveau des deux angles coliques. Et là, ils ont un travail au niveau des chirurgiens. C'est plus ou moins mobile chez certaines personnes. Et des fois, ils peuvent mobiliser facilement et des fois non. Parce qu'en fait, l'angle gauche et l'angle droit sont tenus par des fascias au niveau de l'abdomen. Donc là, on est obligé de décoller toute la loge. Et c'est vrai que quand les gens ont déjà été opérés, ou sont obèses, ou dans certains cas, c'est compliqué pour les chirurgiens. Pourquoi prendre des risques alors que ça peut être évité et puis on sait que c'est un ventre dans lequel on va retourner, donc on ne va pas se mettre en difficulté avec des adhérences. Voilà. Tout à fait. On essaie d'expliquer tout, parce que vous avez des visions on va dire, du trou extérieur, mais pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe pendant l'intervention et que vous sachiez un petit peu pourquoi c'est fait ainsi, quoi. Alors, souvent c'est définitif quand on fait des amputations abdominopérinéales, puisqu'on enlève, on enlève le rectum. Donc là, c'est une colostomie gauche qui va être définitive. Il faut imaginer qu'on enlève quand même on enlève tout rectum ça. Avec tout ce qui est graisse et nerfs autour. Donc c'est après, maintenant c'est resuturé avec un lambeau. Dans le temps, on laissait carrément un trou qui cicatrisait. Avec un mucolix, voilà, il y a plusieurs techniques. On ne met pas de vac là-dessus? Non, enfin pas. C'est une question qui est posée. Non, maintenant ils arrivent à resuturer en faisant des lambeaux. Oui, avec des lambeaux, en mettant le gracile. Oui, c'est ça, tout à fait. En mettant des muscles, ça comble parce qu'il faut savoir qu'en fait on enlève ça. Donc vu qu'on enlève la graisse et les nerfs, ça fait un gros trou. Donc il faut combler ce trou, parce que résultat, sinon tout descend. Et comment dire, c'est très délabrant comme chirurgie. Esthétiquement, il faut supporter la chose parce que vous n'avez plus de fesses, bien sûr. Donc maintenant, on comble ce trou avec un greffon musculaire. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a toujours un petit peu des risques infectieux au début et un peu des risques de douleurs neuropathiques aussi. Il y a cette chirurgie, mais bon, c'est quand même... voilà, ça a bien évolué ces dernières années. Grâce au dépistage, soyons clairs. Oui, on en voit un peu moins. Grâce au dépistage, on a beaucoup moins de ce type d'intervention. C'est pas anodin. Les cancers du côlon sont pris plutôt. Donc la petite carte postale avec le petit caca et 50 ans, c'est pas toujours plaisant quand on le reçoit, mais en attendant, ça sauve beaucoup de gens et on a beaucoup moins d'amputations abdominopérinéales au bloc. C'est clair et net, c'est des chirurgies qu'on voit beaucoup moins. Tant mieux, tant mieux. Alors après, on a un peu en gros défini ce que c'était, l'abouchement cutané direct du côlon. Il peut y avoir aussi des iléostomies terminales. Alors les colectomies totales, c'est très particulier.
C'est pareil, c'est pas ce qu'on voit le plus couramment. Après, ça se fait beaucoup dans les dépistages, il y a excusez-moi, polyectomie totale. Ouais. En fait, c'est une maladie génétique. Où en fait, familiale. la personne, les polyposes, polyposes, en fait, elle va fabriquer tout le temps des polypes qui vont automatiquement dégénérer en cancer. Ouais. C'est une maladie génétique et malheureusement, on n'a pas de traitement. Donc, le seul traitement, c'est la chirurgie. Voilà, et du coup, ils sont amenés à enlever le côlon entier, à faire une iléostomie. Et après, ils réopèrent pour raboucher l'iléon directement au niveau du rectum. Alors après, l'organisme s'habitue, mais c'est vraiment une chirurgie assez lourde, avec beaucoup d'adaptation. En plus, c'est chez le sujet jeune en plus. Alors oui, tout à fait. Moi, une fois, j'ai eu une jeune, elle avait même pas 20 ans. Ouais, c'est ça. De toute façon, je crois que ça peut commencer à 15 ans. 15-20 ans. Après, généralement, moi j'ai vu, ils attendent quand même qu'ils soient majeurs. Oui. Mais les premiers signes peuvent arriver très tôt. Ah oui, et puis souvent c'est des maladies maintenant qui sont un peu plus connues, recherchées, donc c'est des familles entières. Ah oui. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui est diagnostiqué, tout le monde passe chez l'endoscopeur. C'est vrai qu'au niveau hygiéno-diététique, c'est quand même assez compliqué, assez lourd. On estime que ça met à peu près 1 an à se remettre à peu près en place. Donc au début, avec l'iléon qui est remis... alors ils font quelquefois c'est-à-dire ils refont un circuit pour rallonger un peu le rectum pour que les selles aillent moins vite. Mais un petit réservoir, on va dire, artificiel qui peut s'infecter. Donc c'est des grosses chirurgies. Il y a 2 chirurgies, une chirurgie pour enlever le côlon avec une iléostomie et après une chirurgie où ils remettent l'iléon avec... De remise en circuit, comme on dit. Voilà, ça se voit que généralement chez des sujets jeunes. Et après, il y a vraiment un suivi hygiéno-diététique, psychologique qui est très, très lourd. Et après, c'est parce qu'au début, ils peuvent avoir 8-10 selles par jour, c'est quand même assez compliqué, quoi. Mais après, ils font plus de cancer et ça peut leur sauver, ça leur sauve la vie après, parce qu'ils en font de toute manière. C'est automatique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors après, on a aussi les stomies urinaires, comme on disait. Donc, il y a les urétérostomies bilatérales qui vont être les uretères vont être directement mis à la peau de chaque côté. Alors ça fait des stomies, pas comme on peut l'entendre avec un abouchement, comme on voyait avant de muqueuse à la peau. Ça va plutôt être comme un orifice avec une sonde qui va soit rester dedans, soit au bout d'un moment, l'orifice se forme, va se former, va cicatriser, ça dépend des patients. Ça va faire comme une petite fistule en fait. Alors c'est pas évident à appareiller parce qu'en fait quand on a quelque chose de plat à la peau où sortent des urines, souvent il y a des fuites. Donc on finit souvent par mettre des poches avec une convexité souple, comme on dit, pour que les urines ne fuient pas sur les côtés. Après, ça se voit de moins en moins aussi. Souvent maintenant, ils vont faire soit des chirurgies, comme on appelle, avec un briquaire. Ça en fait moins. Il y en a encore un peu. Soit après, ils vont faire une urétérostomie unilatérale, c'est-à-dire qu'ils vont raboucher les 2 uretères entre elles et il n'y aura qu'un orifice de sortie. Ce qui est peut-être plus confortable pour le patient. Parce qu'il faut savoir qu'au début, il y a des sondes qui sont à changer tous les 5 à 6 semaines. Au bloc. Voilà. Et après, ça peut être comme une stomie, un orifice avec l'urine qui sort. Bon, après, ils font de plus en plus aussi de montage de néovessie, etc. Enfin, au niveau neurologie, ça évolue aussi. Ça évolue vachement. On en voit un petit peu moins, mais on voit encore un peu de briquet quand même. Alors après, ça dépend de la localisation du problème. La localisation du problème et la longueur. Des uretères, parce que sinon, c'est des fois pour ça qu'ils sont obligés de faire des briquets, parce que c'est pas assez grand pour pouvoir aboucher à la peau. Il existe aussi, ce qu'on n'a pas vu là, c'est des néphrostomies, c'est-à-dire qu'on a carrément mais bon, c'est pas considéré comme une stomie dans les mêmes, mais c'est quand même une néphrostomie. Donc en fait, c'est un cathétérisme directement, là c'est assez particulier, quand les uretères sont bloqués, on est obligé d'aller évacuer les urines ou du rein. Directement du rein. Donc en fait, c'est des petites sondes qui sont directement au niveau du rein, et souvent ça sort au niveau du dos.
Donc il peut y en avoir un ou deux, parce qu'il y a un ou deux reins. Donc des fois les gens ils peuvent avoir deux petites sondes vraiment très fines qui sortent au niveau du rein, suturées à la peau avec deux poches dans le dos, où vont sortir les urines. Voilà, des néphrostomies qui sont quand même très fragiles, il faut faire très attention parce que ça va directement dans le rein. Donc la manipulation des poches est très sérieuse, comme tout de toute façon, mais là on va directement dans le rein et là on va direct dans l'infection rénale, quoi. Donc le briquet, c'est pour de la culture générale, d'accord. Donc c'est des dérivations, comment on fait? Enfin, il faut imaginer, on prend une partie de l'iléon de l'intestin grêle, on va faire comme un tunnel avec, et on va boucher, la deuxième image on voit mieux, on va boucher les uretères à ce petit tube d'intestin, on va dire, qu'on a créé. Et après on le met à la peau. Et après ça va aller à la peau. Et donc ça fait ça. Fait, voilà, ça va faire une stomie en fait. Comme une iléostomie, c'est à peu près positionné au même endroit, sauf que ça sera des urines. Et au début, on a deux sondes qui correspondent aux deux uretères. Qui tunnelisent la chose. Qui tunnelisent tout à fait le temps que ça cicatrise la chose pendant 10-15 jours, ça dépend des néphrologues, des urologues, des néphrologues, et qui sont rincés 3 fois par jour, ça dépend du protocole aussi, régulièrement, pour pas que ça se bouche avec les urines et les sécrétions. Intestinales. Voilà, intestinales, tout à fait. Alors, c'est souvent des stomies qui ont beaucoup de mucus, mais ça, c'est puisque c'est fait avec une partie d'intestin. Après, c'est un peu plus confortable que des sondes qui sortent à la peau, qui sont suturées quand même pour les patients à long terme. Au début, ça peut être plus impressionnant, mais ça, c'est plus définitif, généralement. Voilà. C'est quand on n'a plus de vessie. Voilà. Et on n'a pas de solution parce que tout est envahi en bas, quoi. Tout à fait. Après, là, c'est les différentes formes de stomie. Alors, les chirurgiens, ils ont une mode en ce moment, ils appellent les stomies planes. Ah ouais, c'est pas marrant pour personne. Non, voilà, pire, mais voilà, c'est une stomie plane, c'est une stomie qui ne va pas dépasser le niveau de la peau. On aime mieux, nous, les stomies en trompe. Une belle iléostomie, par exemple, c'est une stomie en trompe. Qui va dépasser un peu parce que les selles ou les urines, n'importe, iront plus dans la poche. Alors que si c'est plat, ça a tendance à aller un peu, à s'échapper un peu sous les socs sur les côtés. Bon, après, on y arrive, mais c'est juste pour le confort du patient et trouver les bonnes poches. Alors, oui, les soins de base, c'est-à-dire que le soin de stomie, c'est pas un soin stérile. Il n'y a qu'au bloc où ils mettent une poche stérile, après, il faut arrêter. C'est un soin d'hygiène. Donc il peut se faire avec de l'eau tiède, alors du savon si vraiment le patient il fait pas d'allergie, qu'il supporte bien. Au début on essaye de pas en mettre pour voir s'il fait pas d'allergie au col des poches, parce qu'après on sait plus qui est quoi, pourquoi ils font une réaction, si c'est les cols, si c'est le savon. Et après à long terme les patients ils se douchent, ils se nettoient avec du savon, du moment qu'ils rincent bien, la plupart ça se passe bien. On va plutôt préconiser quand même un savon neutre, et sans parfum, bien sûr. Et oui, et puis bien rincé, que ça ne laisse pas un petit film qui pourrait faire décoller les cols des poches surtout. Oui, parce que le savon c'est un détergent, donc il ne faut pas oublier que ça abîme la couche lipidique qu'il y a sur la peau et qui est protectrice. Et puis qu'il y a de la glycérine des fois, et ça fait un film qu'on ne voit pas et qui peut empêcher que ça colle au niveau des poches. Donc le mieux c'est de l'eau tout simplement, mais bon après ils ont le droit de se laver aussi les gens. Alors il faut bannir, l'éther ça n'existe plus trop. Non. Mais bon, on n'est pas à l'abri de ce qui refleurit chez les gens. J'en ai pas vu depuis chez longtemps. Les gens ou dans les... Alors l'alcool, c'est vrai qu'il faut essayer de ne pas agresser la peau autour de la stomie. Là. Elle a déjà été... Au début elle va cicatriser pendant 1 à 3 mois. Et après elle aura, au bout d'1 mois à peu près, elle a sa taille définitive et ça doit être à peu près cicatrisé. Sauf s'il y a eu des soucis particuliers de cicatrisation, des personnes dénutries qui ont fait une petite plaie à côté, un fil qui s'est mal résorbé. Bon, c'est pareil, une petite cellulite, ça arrive, mais généralement c'est pris en charge assez vite et ça cicatrise à peu près au bout d'1 mois. Le Daquin, c'est quand même de... Moi je trouve ça, je compare ça un peu à l'eau de Javel, mais... c'est un dérivé chlorique. Les antiseptiques, alors sauf si vraiment s'il y a un protocole du chirurgien qui a besoin. Le bain-joint, par exemple, moi j'en ai pas vu depuis longtemps. Mais tant mieux. Après, ce qui ressort souvent, c'est l'éosine.
Ça, il faut arrêter. Hein. Le produit rouge qu'on tamponne et qui sèche, le problème, c'est c'était une légende urbaine. Hein. Et on ne voit pas les rougeurs. Ah non, c'est pas une légende urbaine, c'est mis très couramment pour assécher les. Oui, mais bon, là, le problème sur la stomie, c'est que tu ne vois pas si tu as des rougeurs, tu n'as rien du tout. C'est ça. Alors après, voilà, des fois ça fonctionne bien, mais le problème, c'est que des fois ça peut cacher quelque chose, donc c'est embêtant. Enlever les résidus de sel avec du papier WC, pourquoi pas. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des compresses non stériles, mais qui sont non tissées quand même pour être douces. Généralement, on leur prescrit ça avec les prestataires ou les pharmacies. Ça n'a pas besoin d'être stérile, mais des grands paquets de compresses, c'est pas mal. Ça permet vraiment d'être doux. Et du non tissé, parce que sinon ça griffe les stomies. Ouais, c'est pas bien ça. Après, on a des grandes toilettes à usage unique qui sont assez doux aussi, des fois, dans les services. Ouais, c'est pas mal. Ou après, pas mal de patients qui utilisent aussi du papier WC. Faut juste qu'ils ne soient pas trop rêches, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Faut juste pas... une stomie, c'est une muqueuse, elle saigne facilement, donc il faut y aller doucement. Il faut être délicat. J'ai déjà vu des patients nettoyer les bords de la stomie au coton-tige. Hein. Il y en a qui sont très maniaques sur leur stomie. Bon, après, il ne faut pas faire trop saigner. Quoi. Après, ils ont chacun leurs habitudes. Laveur, après, on rince, on sèche en tamponnant. Voilà, on sèche bien. Sèche-cheveux froid, pourquoi pas, faire attention quand même. Poilu. Alors, les poils, c'est souvent la question qui revient. Donc, oui, il faut faire soit la tondeuse, soit au ciseau, mais surtout pas au rasoir pour pas créer de plaies ou des abrasions, des choses comme ça, parce que là, on ne peut plus appareil, c'est compliqué. Et un poil incarné, ça fait une infection. Ça fait une infection de la peau et après, ça peut être embêtant. On peut ne plus avoir à coller la poche à cause de ça et ça peut entraîner des décollements, des fuites et des brûlures. Et voilà. Et c'est après, une fois qu'on a beaucoup de fuites, c'est embêtant. Après, on est en cascade et on n'arrive plus à trouver de solution. Donc là, il faut être très vigilant. Alors voilà, moi, je l'ai dit, la stomie peut saigner parce que c'est une muqueuse, elle est vivante. Donc si elle saignote un peu sur la compresse, c'est pas grave. Après, il peut y avoir aussi des patients sous anticoagulants ou des problèmes de plaquettes, donc ça peut saigner plus pour ces gens-là. Si par contre c'est un filet de sang ou qu'on retrouve du... En fait, le signe alertant, c'est d'avoir du sang dans la poche plus, qui viendrait de l'intérieur. Si on a du sang dans la poche, ou comme disait un de mes patients, carrément un steak dans la poche, c'est pas normal ça. Oui, ça vient vraiment de la stomie elle-même. Hein. C'est pas que une... ça peut venir de l'intérieur du côlon. Après, ce qu'on peut avoir comme problème, mais ça c'est vraiment particulier, c'est d'avoir une hypertension portale, c'est-à-dire on a une hypervascularisation qui se crée autour de la stomie. Et en fait, ça fait saigner les bords de stomie, mais saigner vraiment... c'est très difficile d'arrêter. Donc là, c'est un peu particulier. Donc là, il faut vraiment renvoyer vers le chirurgien digestif, qui souvent verra avec un spécialiste de cardio ou vasculaire, parce qu'en fait c'est lié à une hypertension portale et en fait le traitement est médical, pas chirurgical. Et c'est très embêtant pour les patients quand c'est comme ça, parce que ça décolle les poches, ils saignent, ils peuvent être transfusés. Ils peuvent être anémies, ça peut être un choc, un malaise vagal. Alors souvent ça on le voit parce que ça crée vraiment des vaisseaux autour de la stomie. Elle change vraiment d'allure, c'est un peu gonflé et ça crée comme une circulation veineuse autour de la stomie. Ça fait comme des petites varices quoi. C'est ça, des varices autour de la stomie. Donc ça vous fait un nouveau réseau veineux. Mais avec un joli débit. Hein. Avec sur un point de stomie sur le bord, un segment qui revient très souvent et qui décolle les poches. Et ça c'est particulier quand même. Ça, on le voit pas souvent. Non, j'ai dû le voir, allez. Moi 3-4 fois quand même. Mais bon, après, avec des patients qui avaient des cancers du... Après, on avait des pathologies particulières. Donc, des cancers du rectum avec des métastases hépatiques aussi, et des hypertensions. Souvent, ils ont une hypertension de base et souvent des métastases hépatiques, ces patients. Donc, c'est particulier. Le diamètre de la poche doit être parfaitement adapté, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop grand, on ne doit pas voir la peau, ou à peine. Parce que sinon les selles peuvent agresser la peau, en sachant qu'elle se tanne un peu avec le temps sur les colostomies gauche surtout. Elle s'habitue la peau en quelque sorte. Après le diamètre il doit être un petit peu de 3-4 mm supérieur à la stomie pour quand même laisser aussi la stomie, pour pas qu'elle soit étranglée. Parce que déjà le socle il frotte un peu quand les gens bougent. Ça bouge un peu même si c'est collé. Et en plus, la stomie, elle se dilate quand les selles vont sortir, c'est vivant. C'est du côlon en fait. Donc le côlon, il est là pour faire avancer les selles. Il y a le péristaltisme qui est toujours effectif. Hein. Voilà. Le côlon, il absorbe l'eau pour hydrater le patient et il fait avancer les selles. En fait, il crée les selles qu'on connaît, les selles moulées qu'on connaît quand on voit les selles. Et puis, du coup, voilà, ça met à peu près un mois à avoir sa taille définitive parce qu'au début, elle peut être très gonflée, très grosse et rapetissée.
en sachant qu'il faut faire attention, une stomie qui rapetissait vraiment trop au bout de plusieurs mois, souvent c'est quand même plusieurs mois, 6 mois, 1 an, elle peut aussi je crois que c'est après, elle peut aussi se dédoser, devenir trop petite pour que les selles passent. Ouais. Bon, c'est rare, mais ça arrive, c'est surtout sur les iléos. Oui. Là, il faut vite réorienter auprès du praticien. Il va devoir faire des dilatations. Voilà, on voit après. Pour éviter de ne pas être embêté. Ouais. Donc, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que ça met à peu près 1 mois à sa taille définitive. Donc, le rôle de l'infirmière, ou de l'aide-soignante, enfin, le rôle de l'accompagnant du patient, il est hyper important le premier mois. C'est-à-dire qu'il va falloir accompagner la taille. Parce que si la taille est trop grande, ça peut abîmer la peau. Alors souvent, on met un peu de pâte, on met des joints d'étanchéité pour protéger. La peau. Mais c'est vrai que le patient, il ne se rend pas forcément compte que sa stomie réduit de taille et il ne sait pas très bien découper ses poches au début. Il sait pas le faire. Déjà, ils veulent se dépêcher parce qu'ils ont du mal avec ce soin. Et puis à avoir son anus au niveau de l'abdominène, ils ne regardent pas. Hein. Ouais. On ne peut pas forcément mettre des poches prédécoupées dès le début parce qu'on sait que ça va réduire de taille. Et du coup, une fois que la taille est définitive, il existe pour des stomies un peu parfaites, rondes, malheureusement elles ne sont pas toutes comme ça, des socles qui sont déjà découpés, et ça c'est formidable pour les patients qui trouvent la bonne taille, parce qu'ils n'ont pas ce geste à faire à découper. Alors après, souvent c'est une habitude, ils ont un patron, ils découpent d'avance, et voilà, ça devient une habitude de vie. Parce qu'ils ont toujours des rechanges quand ils sont en balade, des choses comme ça. Voilà. Donc après, ils se connaissent, quoi, entre guillemets. Voilà. Alors les gens qui ne peuvent pas être éduqués, après, c'est souvent une infirmière qui a aussi des habitudes avec le patient. Et souvent, ils connaissent bien, ils découpent à l'avance si besoin, ils trouvent du prédécoupé, ils nous contactent. Enfin, généralement, les soignants sont très bien à ce niveau-là. On n'a jamais eu de soucis avec ça. Donc voilà, on y vient. Du coup, le matériel. Donc là, on voit que d'une pièce. Alors ça se développe beaucoup une pièce parce que c'est plus souple. Le seul problème, c'est qu'en France, on est plutôt 2 pièces. Mais c'est pas grave. On imagine un socle et une poche. Du coup, le socle, on va le découper, le coller à la peau une fois que ça sera nettoyé et sec. Et après, on va coller une poche qui va récupérer les selles. Là, on voit une pièce digestive et en bas urologique. Et on a celui-là c'est urologique. Uro. Et là, on va être plus sur du digestif sur le haut. Un peu iléo avec le gros bouchon quand les selles sont très liquides. Et puis après, ça c'est plus colostomie parce qu'on a un scratch qui permet de faire passer des selles plus larges. Et on peut avoir des poches fermées aussi pour certains patients. Voilà. Non mais je voulais mettre tout de suite mais je ne peux pas. Les poches fermées sont pas mal aussi pour certains patients qui se connaissent bien et qui savent qu'ils vont à un transit régulier et en fait ils vont carrément décoller, changer la poche en fonction. C'est pas ce qui est le plus demandé sauf quand les gens veulent se baigner à la piscine. Et pour des patients un peu dépendants, ça va quand même être souvent du 2 pièces avec bouchon ou évacuation par scratch. Ou pour l'urologie avec des bouchons et avec des petites poches, comme on voit après, de jambes. Bon bah voilà. Donc là, on a les poches qui s'adaptent aux poches urinaires, les poches de jambes, ou les poches qui se mettent à côté du lit, en sachant qu'il existe des petits tréteaux, des petits trucs qu'on peut mettre au lit, même pour les patients à la maison. Et après, on a la grosse poche digestive, ça c'est quand les iléostomies donnent beaucoup, surtout au début. Alors ça doit pas normalement rester. C'est plus pour soit la nuit, soit vraiment des iléostomies qui vont donner au-delà de la normale. Normalement, à la fin, elles doivent donner 700 à 800 millilitres. C'est gérable avec des poches de 400. Mais il y a certains patients qui ont des cas particuliers. J'en ai eu une fois, ça faisait 4 litres. Donc lui, c'était perfusé en continu, c'était très particulier. Et lui, il avait besoin de ça au quotidien. Voilà, il y a vraiment des cas très différents. Ça, c'est plus après l'opération et pour la nuit, éventuellement, si les gens ne peuvent pas se lever, veulent pas se lever. Mais après, on essaye de les bannir la journée, même en hospice, parce que sinon, voilà, les gens ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger. Là, tu peux pas, effectivement. Oui. Les différentes sortes de stomies, leur appareillage. Donc, le choix, il est global, c'est-à-dire ça dépend de la stomie, c'est urinaire, digestif, iléostomie, colostomie, la localisation également. Le degré d'autonomie du patient est très important. Alors, c'est sûr comme on disait, un jeune de 19-20 ans et une personne âgée en fauteuil roulant, ça ne va pas être tout à fait pareil, en sachant qu'il y a des gens qui vont être difficiles à éduquer
pas forcément par rapport à un manque d'autonomie, des fois c'est vraiment un blocage rejet. psychologique, un rejet, un déni, enfin ça peut être beaucoup, enfin pas vraiment un déni, mais c'est très difficile. Non, mais après, c'est psychologiquement. difficile de vivre. Après, moi, je trouve que, entre guillemets, ça commence à se démocratiser, entre guillemets, je veux dire. T'as pas mal de gens qui postent des vidéos sur Insta, tu vois, oui, tout à fait. comme quoi qui vivent avec oui, une stomie, comment ils gèrent, en fait. Ils se font des tutos entre eux, les Alors, patients. j'ai une collègue, je ne sais plus si c'est l'hôpital ou en clinique, qui a une patiente qui est Instagrammeuse. Exactement. Et qui se met en photo avec sa stomie. Exactement. Non, mais en plus, elle montre un petit peu comment elle gère. C'est vrai. Les vêtements je sais pas si c'est tout à fait ça. Non, mais les vêtements qui se prêtent plus facilement à ce chose, comment on peut faire pour éviter que ça se voit, en fait. Alors, donc, ça se voit pas tant mal. que ça, les gens, c'est... Mais ils font vraiment une fixation. Alors après, tu as des gens qui portent tout le temps des vêtements serrés, ils changent d'habitude. C'est un peu... Voilà, j'ai déjà eu un chef d'entreprise qui mettait vraiment des jeans moulants avec des chemises rentrées, vraiment rentrées du corps. Là, c'est sûr que c'est un peu plus difficile qu'une personne âgée qui a déjà des robes ou des vêtements un peu amples, des pantalons un peu élastiques. Là, c'est plus... Voilà, ils adaptent souvent un peu leurs habits, alors en sachant que quand c'est des cancers, généralement, ils ont déjà perdu souvent du poids et ils en perdent par la chirurgie. C'est une moyenne quand même de 10 kg de perte. J'ai même une patiente là récemment qui a eu 30 kg de perte, qui a fait un peu un déni au début, qui n'a pas été pris en charge tout de suite. Et du coup, souvent ils flottent un peu dans leurs vêtements. Donc c'est pas... Voilà. Mais bon, voilà. Et puis ils montrent aussi qu'ils peuvent suivre les activités. On peut vivre normalement avec une stomie, quoi. Alors c'est très important de valoriser leur autonomie et en effet les activités que font chacun. En sachant que les patients qui font souvent, qui sont bricoleurs ou qui étaient bricoleurs, ou un peu les femmes couturières ou un peu comme ça, sont un peu plus, arrivent mieux à manipuler, arrivent mieux à... Oui, ils sont un peu plus doués de leurs mains, ils sont un peu plus manuels. C'est ça, manuel. Avec leur passe-temps, donc ça se passe mieux. Je trouve, arrivent mieux que certaines personnes plus intellectuelles. Mais ça, c'est mon avis personnel. Avec l'expérience, je me rends compte qu'un monsieur bricoleur va tout de suite un peu toucher, manipuler et un peu plus arrivera plus, sera plus dans le faire que dans l'intellectualisation de la chose. Et il y a moins de blocage. Il y a moins de blocage, tout à fait. Voilà. Après, les blocages psychologiques, c'est pas toujours évident à lever. En sachant qu'en parlant, en prenant le temps, en leur montrant, souvent ils se rendent compte que c'est pas si difficile que ça. Ils ont souvent l'impression que ça va être très difficile comme soin, et quand on les rassure, qu'on dit que c'est un soin d'hygiène, qu'on leur montre 2, 3, 4 fois, il y a des gens, ça les débloque vraiment. Non, puis ils ont toujours peur de l'odeur. Ils ont peur de l'odeur. Alors, il ne faut pas leur cacher que ça va sentir quand on va vider la poche ou changer la poche. Ça va sentir, et ils vont le sentir plus parce que c'est sur l'abdomen. Du coup, les odeurs remontent plus facilement. Par contre, quand ils sont porteurs, que la poche est fermée, on leur dit souvent l'exemple, c'est que des fois dans la salle d'attente, ils ont été avec d'autres porteurs de stomie, par exemple, et ils s'en sont même pas rendus compte. Voilà. Mais il y a un blocage aussi qui peut être fait à ce niveau-là. Les habitudes de vie, du coup, une personne qui aura une canne, qui sera en fauteuil roulant, qui sera tout le temps allongée, ça va pas être tout à fait la même chose que quelqu'un qui va vouloir retourner, j'ai déjà vu, faire du vélo. Voilà, on va s'adapter au type de poche, mettre en garde pour tout le monde pour l'hydratation, qu'il faut être vigilant à ce niveau-là, avoir un régime alimentaire équilibré. Alors les chirurgiens sont de moins en moins embêtants à ce niveau-là. Il y a beaucoup qui leur disent de remanger quasiment normalement, assez rapidement. Mais bon, après, il y a quand même des aliments qui procurent des débâcles, donc il faut faire attention. Et quand on se permet des écarts, il faut avoir un change et se dire qu'elle va être vite remplie, quoi. Voilà. Mais bon, c'est tout. Après, c'est l'expérience. Moi, je leur dis souvent, c'est comme quand on fait l'expérience d'alimentation un petit peu des enfants. Il faut essayer tel et tel aliment et voir comment ça se passe. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut quand même connaître un peu tout ce qui existe en matériel, mais c'est l'expérience aussi des patients qui font des retours. Il y a de plus en plus de laboratoires. L'essentiel à savoir, c'est qu'il existe des poches digestives, des poches urinaires, du 2 pièces, du 1 pièce.
toute façon, on va le voir un peu après. Avec les plus grosses contenances et tout, suivant le niveau auquel elle est posée. Voilà. Et puis, surtout de renvoyer vers éventuellement le chirurgien ou l'infirmière stomathérapeute s'il y a trop de soucis, si ça ne va pas assez rapidement, pour ne pas brûler la peau. Et plus on va abîmer la peau, plus ça va être compliqué en fait. Voilà. Donc là, on a un petit tableau récapitulatif le type de stomie. Donc ça, on les a sur les comptes rendus chirurgicaux. Hein. Et puis, ce que ça va émettre comme sel, la liquide, la semi-liquide. Oui, c'est de l'à peu près, ça dépend ce qu'ils vont manger aussi. On ne vous a pas mis l'échelle de Bristol non plus, hein, avec l'aspect des cacas. Mais ça existe, hein, il y a une vraie échelle, ça s'appelle l'échelle de Bristol. Hein, je ne vous envoie pas un Bristol pour une invitation. Mais ça vous montre un petit peu les différentes selles. Ça peut être très utile, hein, parce qu'il y a des gens... qui ont tendance à dire que toutes les selles sont liquides, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Donc avoir cette échelle, ce n'est pas déconnant au niveau des soignants comme du patient. Ensuite, l'appareillage qui va être face, vous voyez, hein, elle vous a beaucoup parlé de l'iléostomie, Fred, parce qu'effectivement, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est abondant, c'est très acide, donc il faut être très, très précautionneux sur l'appareillage de façon à ce que ça soit le minimum possible en contact avec la peau, hein, parce que ça abîme littéralement la peau. Vu qu'il y a du volume, il faut que ce soit des poches vidangeables. Hein, transparente ou opaque, là c'est au suivant. début, on aime bien le transparent pour surveiller voir un petit mais peu après l'aspect. le patient, il peut avoir du opaque. Après, à la maison, c'est l'équivalent. 2 pièces, bibloc, socle, ouais, support, poche, une pièce monobloc. Hein, ça dépend comment ils veulent gérer, hein, parce que plus vous rajoutez de pièces, plus il y a ça peut être compliqué. Donc après, c'est à voir avec son patient et voir un petit peu comment il se débrouille. Et ça une pièce peut être plus rapide à mettre. Après, il a changé plus souvent parce que comme il est plus... Quand c'est fait quand même par une personne extérieure, on préfère du 2 pièces parce qu'on a le socle qui tient 2, 3, 4 jours. Enfin, sur une îlot, c'est 2 jours, c'est déjà bien. Et après, les soignants changent que le recliquent ou recollent que la poche. Et puis ça peut rendre le patient autonome d'avoir 2 pièces, comme ça il change ta poche quand elle est pleine. Quoi. Voilà. Disons qu'une pièce est plus souple, donc quand on a des plis, des choses comme ça, ça peut être bien, ça permet d'appareiller plus facilement aussi. Des fois, ça... Voilà. Non, mais c'est vraiment patient dépendant. Hein. Oui. Ensuite, les colostomies transverses gauche ou droite, hein. On n'est pas... c'est la même gestion que ce soit à droite ou à gauche. C'est pâteuse, abondante. Plus on va vers le côlon gauche, plus les selles elles sont épaisses, hein, parce qu'on arrive vers le rectum, hein, donc c'est des selles finalisées, on va dire, hein, celles qu'on évacue dans nos toilettes. Irritantes, excuse-moi, et des gaz aussi, hein. Oui, bien sûr. Ça c'est clair. Poche vidangeable avec bouchon ou clan ou fermée selon les consistances des selles et de leur quantité, transparente ou opaque. Hein, au départ, on va peuvent tenir 12 à 24 heures, c'est pour ça que souvent les préconisés, même s'il n'y a pas de sel, même de changer la poche une fois par jour. Ah bon? Aïe. Ah bon? Ah merde. Et tu peux
Encore. Nous entendez maintenant. En fait, on s'est fait éjecter. Voilà, ça c'est fait. Tout le monde nous entend, c'est bon? Vous pouvez faire coucou, mettre des trucs dans le chat, mais pas grand-chose. Oui, c'est bon. Ah, super, merci beaucoup. Bon, ben, on y retourne en avant Guingamp. Hein. Désolée. Et du coup, ils nous ont peut-être pas. Moi, je sais pas, on va reprendre la fenêtre. Vous nous dites si vous voyez le diaporama. C'est bon? Impec. Je sais plus où on en était du coup. Donc on était sur le tableau, Ouais. on était sur les colostomies gauche et droite. C'est bon pour vous? Ok, super. Donc, comme l'expliquait Fred, c'est qu'il y a des charbons qui sont dans les poches pour l'émission de gaz. Pour les poches digestives. Ouais. Pour les poches digestives. Et en fait, on les change au bout de 10 à 12 heures, c'est ça que tu me disais? Les labos, ils considèrent que ça tient 12 à 24 heures selon le transit du patient environ. Donc ça va dépendre des gaz des patients. Ouais, okay. Donc on leur dit d'essayer de ne pas trop boire de boissons trop gazeuses tout le temps. C'est les gens qui adorent l'eau, je sais pas si c'en est, hein, mais l'eau gazeuse, voilà. Donc ceux qui ne boivent que de l'eau gazeuse, c'est pas toujours... Enfin, après, voilà, il faut qu'ils essayent de faire attention à tout ce qui est aliments qui donnent beaucoup de gaz. Mais s'ils en ont beaucoup, alors soit ils évacuent manuellement par le bouchon l'air, soit ils changent leur poche régulièrement parce que le filtre, moi j'ai déjà une patiente, ça s'est décollé la nuit parce qu'à la nuit, on ne sait pas pourquoi, elle avait plus de gaz la nuit, donc ça a gonflé tellement la poche que ça s'était décollé du socle. Ah d'accord, ok. Donc après, tous les soirs, elle changeait sa poche pour avoir un nouveau filtre pour la nuit. Ah d'accord. Avant, il existait des filtres qu'on pouvait rajouter aux poches. Oui, je me rappelle de ça. Non, mais ça n'existe plus. Ah. Mais ils ont fait beaucoup de progrès quand même, mais ça a des limites. Hein, voilà. Il faut juste leur dire d'éviter, surtout au début, de manger trop de choses qui donnent beaucoup de gaz, choucroute, champignons, je sais pas, moi ça dépend, oignons, en fait, trop de boissons gazeuses. S'ils veulent se faire plaisir, ils savent que ça a la répercussion. Une fois de temps en temps, c'est pas drame, une boisson une coupe de champagne ou un verre d'eau pétillante de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, pas des litres de coca c'est sûr qu'il faut faire un peu plus attention au niveau diététique après. D'accord. Voilà. Après les colostomies gauche. Sigmoïdienne. Voilà, donc c'est un peu plus facile parce que ça va être des selles plus moulées. Ouais. Donc généralement les gens changent carrément leur poche, c'est rare qu'ils vident parce c'est comme des selles moulées qu'on a nous. Donc en fait c'est pas possible à évacuer, c'est très difficile à évacuer. Ah bah oui, ça fait le paquet quoi. Et il y a un peu plus de gaz, on les entend. Souvent c'est ce qu'on prévient les patients, c'est ce qu'ils ont comme difficulté avec leur famille au début. On leur dit essayez de pas trop le cacher, surtout quand ça va être les fêtes, par exemple de Noël, ou qu'ils viennent d'être opérés. Je dis vous êtes sûr, vous allez dans la famille. C'est vous que ça regarde, mais ne cachez peut-être pas que vous avez eu ce genre de choses parce qu'ils vont peut-être entendre des bruits, ils vont trouver ça bizarre. Surtout les enfants, par exemple, les gens qui ont des enfants, des petits-enfants. Ouais, ça fait un peu coussin péteur, entre guillemets. Ouais, et on peut expliquer simplement sans rentrer dans des détails. Excusez-moi, voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais ils vont entendre ils pourront pas contrôler, ils n'auront pas de sphincter. Donc les selles vont sortir, les gaz vont sortir sans prévenir. Et ça fait caisse de résonance dans la poche, surtout une colostomie gauche. Donc en fait, on peut entendre des bruits qui sont un peu plus forts. Et surtout quand on mange ou qu'on vient de manger, parce que c'est le transit qui est fait ainsi, c'est-à-dire que ça stimule pour laisser ça de la place. descende. Pour laisser de la place au reste. Comme les petits enfants, vous savez, les bébés qui font de la place juste avant le biberon. Et ben c'est la même chose. Donc on peut mettre facilement des poches fermées. Mais bon, après, c'est parce qu'on a de plus en demande. Les gens aiment bien être rassurés et pouvoir vider au cas où, même s'ils ne vident pas. Après, les urostomies, elles ont des valves anti-reflux, en fait. Oui. Elles n'ont pas de filtre pour les odeurs, mais elles ont des valves anti-reflux, c'est-à-dire que on voit, ça fait comme des petits carrés dans les poches. Ou un trait au milieu de la poche. C'est pour éviter que ça remonte Tout à fait. Dans le tuyau. Les urines vont tomber dans la poche et éviter qu'elles refluent vers le haut de la poche, dans la sonde ou le briquet, dans la stomie, et pour éviter les allers-retours des urines et des infections urinaires.
Et Ouais. là, ça fait des infections hautes, hein, ça peut monter jusqu'au rein. Ouais. Et du coup, c'est l'intérêt d'avoir une différence entre les poches, parce que des fois, on m'a déjà demandé, mais Et je peux mettre les deux, parce Bah, qu'il voilà. y en a, ils C'est ont ça. une stomie plus les Ah oui urostomies. Mais sauf qu'on ne peut pas jouer avec les deux sondes parce qu'elles Non, n'ont pas les mêmes voilà. particularités. Mais même dans les services, hein, voilà, quand on ne sait pas, on Par peut, facilité, on peut ouais. être amené Moins à mettre bien. une poche de colo sur. Alors, c'est mieux que rien, mais Ouais, c'est pas terrible. c'est moins, voilà, c'est moins adapté et ça risque quand même pour le patient à long terme, quoi. Si c'est en dépannage une fois, c'est pas un drame, mais voilà, tous les jours, non, parce qu'elles sont différentes et c'est pas pour rien. Du coup, les poches urinaires, de bloc ou de partie ou de partie, souvent les patients, quand ils deviennent autonomes, ils mettent une pièce. Même les infirmières, déjà c'est plus souple et ça va beaucoup plus vite parce que les urines, ça peut pas trop se contrôler, ça coule en continu et surtout quand ils sont perfusés en service. Mais la journée, ils s'hydratent, c'est très bien, mais du coup, on va faire Ça fait un flux continu. un flux continu qui est moins évident qu'une stomie digestive. On peut trouver des moments calmes dans la journée, soit en fin de matinée, matin de bonne heure, en fin d'après-midi. Trouve toujours Là, un c'est tout le temps moment calme. pareil. Voilà. Sauf le matin de bonne heure s'ils n'ont pas bu de la nuit à jeun. Et ils arrivent bien à ce moment-là. Sinon, ils font une espèce de cigare avec les compresses, ils appuient. Alors, il faut avoir un peu de dextérité. Et souvent, du coup, une pièce va être plus rapide à changer. Le monobloc, de toute façon, c'est clair. Et on vient de plus en plus une pièce semi-convexe, convexe. En fait, ils ont fait beaucoup de progrès, les labos. On a beaucoup de convexité, c'est-à-dire qu'on ça va faire comme une soucoupe qui va appuyer la peau et éviter que les urines s'échappent sur les côtés de la poche. Ça va appuyer légèrement sur le ventre sans faire mal au patient. Et ils ont fait beaucoup de progrès, c'est devenu de plus en plus souple. Parce qu'avant, c'était très rigide et vraiment pas agréable pour les patients. Et maintenant, c'est presque du systématique de mettre de la convexité souple, surtout sur l'urologie. Voilà, ça dépend de la stomie si elle est ressortie ou pas, mais on finit souvent par mettre ça, parce que c'est très confortable et ça fuit pas. Et après, les poches non stériles qu'on met pas au bout d'une sonde urinaire, mais au bout d'une poche. Voilà, c'est ça à quoi ça sert, les poches collectrices non stériles. Soit la jambe si le patient est autonome, si en fait, alors il y a des gens, ils préfèrent pas avoir de poche, ils préfèrent vider souvent. Ils peuvent avoir des cartes par les associations de stomisés, il faut y penser aussi, pour pouvoir aller être prioritaire aux toilettes. Ah oui. Dans les voyages, ou voilà. Après, du coup, ils peuvent aussi avoir une poche à la jambe, ça fait 500 à 750 millilitres à peu près, jusqu'à 1,5 litre. Moi, j'ai déjà une patiente, elle met la poche d'1,5 litre. Moi, je trouve que c'est beaucoup pour une poche de jambe. Ça existe, mais l'intérêt est moindre. Après, voilà. Chacun fait. S'ils ont beaucoup d'ambulances, par exemple, pour aller quelque part. Quand tu as des longs trajets, oui, effectivement. Ça dépend de l'autonomie des patients. Et après, il y a carrément les poches de 2 litres qui. On a des poches de 2 litres et de 1,5 litre qui se rajoutent aux poches de 500 et de 750 pour la nuit. C'est des grosses dérivations, quoi. C'est-à-dire qu'à côté du lit, il faut de la longueur des fois. Et ça permet, comme les poches urinaires, ça existe aussi comme ça. Sauf que c'est pas stérile, là. Et du coup, ça permet aux gens de dormir tranquille, par exemple. Après, c'est sûr que c'est particulier. Hein. Les gens préfèrent vider, moi, souvent, les gens autonomes, mais bon. Après, la pâte, on en parlait tout à l'heure, c'est pour le soin. Donc, une pâte, ça ne va pas être une colle. Ça va être plus un joint d'étanchéité, on va dire. Ça va permettre, c'est avec ou sans alcool, de renforcer un peu l'étanchéité autour de la stomie. Moi, je mets souvent des anneaux de pâte quand ils viennent d'être opérés, qu'il y a les fils. Déjà, ça fait une irrégularité et ça permet de vraiment permettre le tour de bien cicatriser sans faire trop de bourgeons en attendant que les fils tombent. C'est ça dont tu parles là. Ouais. Okay. Après, on peut être amené à mettre si on a des aspérités, des plis. En fait, il faut qu'on essaye de faire une surface la plus plane possible pour que la poche puisse être collée dans les bonnes Il faut que tu aies une base régulière. Le plus régulier possible, si possible. Avec la pâte, on va aller faire une étanchéité et combler les plis. C'est pas une colle à mettre sur, j'ai déjà vu, sur deux. Évidemment, ça va marcher sur le coup, mais des fois, ça abîme la peau des patients. Sur 2 à 3 cm de large, sur toute la surface du socle. D'accord. Ouais, donc ça te fait vraiment un anneau, quoi. Autant mettre un anneau si c'est ça. En fait, ça doit se mettre sur quelques millimètres. Mais mettons si tu as un pli, là tu peux combler et ça va. Voilà. Par contre, si tu pars sur carrément une circonférence, si on fait toute la surface du socle, il n'y a pas d'intérêt. Okay. Oui.
Voilà. Après, les anneaux, il y en a des petits, des grands, des fins, des pas fins, des convexes. Enfin, il y a un choix de fou. Donc, on arrive quand même, en sachant qu'un anneau, ça fait un anneau plus une poche au-dessus. Des fois, ça peut aussi être bien, mais des fois, ça peut faire trop de couches. Voilà, de couches. Okay. Des fois, le plus simple est le mieux, mais ça dépend vraiment des cas. Oui, souvent, il faut un peu mouiller les doigts pour bien mettre la pâte. Souvent quand elle est alcoolisée, parce que alors la pâte avec l'alcool, elle peut piquer quand la peau est un peu irritée, mais elle va sécher plus facilement et durcir plus. D'accord, ok. Par contre, la pâte sans alcool, si la peau est abîmée, va pas irriter, donc ça c'est confortable pour le patient, mais elle va être plus fluide, puisqu'il n'y a pas l'alcool qui va s'évaporer. Donc là, il faut faire attention comment tu t'en mets. Ben voilà, elle va être un peu plus fluide, donc faire peut-être un peu moins, durcir moins. D'accord. Ça peut être confortable. Alors des fois, ça m'est arrivé de faire les deux, de faire un joint en dessous, par exemple une iléostomie, de faire un joint en dessous, et de remettre la pâte sans alcool à l'intérieur. Ça, c'est une astuce. Ah, tu mets deux colles différentes suivant où tu t'approches de la stomie. Une fois que non, en fait, une fois que j'ai mis le support, je mets la pâte avec alcool autour de la stomie, je mets le support, et une fois que le support est mis, je refais un joint à l'intérieur. D'accord. Ouais, quand c'est très liquide et acide, ça perd. En fait, pendant que ça mange la pâte qui est à l'intérieur du socle, ça te fait reposer ta peau. Ça va pas aller agresser la peau en dessous. D'accord. Bon, là c'est double joint, on va dire. Oui, c'est double joint. Mais c'est particulier, mais ça fonctionne très bien. C'est son côté un peu plombière, après. Après, de toute façon, c'est un tube, c'est un tuyau qui fait ressortir des matières. Alors, il y en a, ils préfèrent l'une, il y en a, ils préfèrent l'autre. Il y en a, ils sont plus faciles à sortir du tube que d'autres. Voilà, ça c'est chacun un peu ses préférences. Après, voilà, il faut juste pas en mettre sur toute la surface en dessous le socle, ça sert à rien. Et c'est dur à enlever parce qu'il y a toujours des résidus. Et puis, faut pas frotter comme des malades. S'il reste un tout petit peu de morceaux de colle, de pâte, c'est pas un drame parce que il y a des gens qui sont tellement maniaques qu'ils se font mal. Il faut pas être abrasif quand on fait des choses tout autour de la stomie. Et des fois, on n'a pas besoin. Des fois, ça part tout seul. Non, et puis pour les colostomies gauche, souvent les gens finissent par s'en passer très bien. Ça va être beaucoup pour Nilo. Nilo, on est vraiment. C'est parce que tu as l'acidité des selles aussi. Là, voilà. En anneau, c'est quand même un petit peu plus facile à manipuler, mais ça dépend des patients. En sachant que les barrettes, je crois qu'il est. Je sais pas si une barrette vous montre. Je sais pas s'ils les font encore. Je crois qu'ils les ont. Non, mais ils en font moins. En tout cas, ils en donnent moins. Il n'y en a pas beaucoup de parents, c'est plus dans cette un peu de ce sens-là. Les anneaux de pâte, il y en a énormément, donc. Différentes tailles. Différentes tailles, il y a même des convexes, des grands. Alors celui d'en haut à gauche, il peut être bien quand une patiente est allergique à une poche en attendant de trouver une solution. Là, j'ai eu un petit jeune qui avait eu une allergie sur une poche qu'il a eu aux urgences. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis, mais il avait une réaction. Et on a mis ça pour préparer sa peau en attendant. On n'avait pas envie de mettre des corticoïdes parce que c'est compliqué. On n'avait pas envie, voilà. Un jeune qui a des problèmes mentaux en plus, donc voilà, et ça a réparé la peau et on a trouvé une autre poche au miel qui était mieux. La poudre, c'est vraiment quand ça va être irrité. En fait, si la peau n'est pas irritée, on n'a pas besoin d'en mettre. En fait, ça va faire comme un talc. Moi, des fois, je le remonte, j'en ai un peu sur mon bras. Alors, je souffle. Depuis qu'il y a le Covid, on ne fait plus trop. Avec une compresse, on va essuyer. Et en fait, si ça ne s'accroche pas, c'est qu'il n'y a pas besoin. Donc, en fait, ça ne va pas être automatique. C'est vraiment quand la peau est un peu irritée, parce que ça va permettre d'assécher l'exudat et de pouvoir coller derrière plus facilement. Ton support. Mais c'est pas de l'automatique. Il y a des gens, ils en mettent en automatique, mais ça va sécher leur peau. Et ça va faire peut-être mieux, quoi. Et si on l'enlève pas trop, si on la met sans enlever surplus, ça va faire comme du talc et ça va empêcher de coller en fait. D'accord. C'est vraiment sur les zones irritées. D'accord. Et après les plaques de protection, là c'est vraiment. Alors on peut mettre les deux, on peut mettre de la poudre
enlever le surplus avec une compresse ou un sèche-cheveux franc, c'est déjà arrivé sur des grosses surfaces brûlées. Et après, on peut mettre une plaque de protection avant de remettre un appareillage par au-dessus, ça marche super bien pendant 2-3 jours et ça peut réparer des brûlures, hein, moi j'ai déjà eu, et ça blanchit, la plaque elle blanchit, mais elles sont faites pour, alors il y a du Duoderm et Coloplast qu'en font, elles sont plus ou moins grandes, ça peut être juste sur un petit bord de stomie, hein, c'est pas forcément sur toute, et ça peut être sur tout un ventre, hein, j'ai déjà eu des grosses brûlures. Et ça fonctionne très bien, en sachant qu'il y a on y vient après, il y a le Cavillon Advance qui marche aussi bien maintenant. Alors la convexité, ça se développe énormément. Les labos, ils en sortent beaucoup. Et maintenant, il y a plusieurs types de convexité. D'accord, ok. Des creuses, des planes, Non, mais après, tant mieux. Hein. Alors, on va être s'ientifique maintenant. Mais il y a plusieurs types. Alors, nous, ils nous ont fait faire un essai sur un truc de pâte à modeler une fois pour essayer plusieurs convexes. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas la même manière d'appuyer sur le ventre. D'accord, ok. Donc, il y en a, ils vont être plus adaptés pour des ventres mous. Il y en a, ils vont être plus adaptés sur des plis. Il y en a, ils sont plus ovales, il y en a, ils sont plus ronds. Voilà, et ça c'est pas mal, on en met beaucoup sur les urostomies. Et iléo ça peut être bien aussi, enfin ça va dépendre. Parce que là il y a je sais pas pourquoi, c'est pas une mode, mais on constate toutes les stomathérapeutes qui font beaucoup de stomies planes. Et peut-être, alors j'ai l'impression que c'est parce qu'ils aiment pas quand ça fait le boudin qui ressort. Mais je pense que c'est un aspect visuel qu'ils supportent pas. Hein. Mais parce qu'ils ont peur que peut-être créer un prolapsus. Mais ça veut rien dire. Hein. Tu peux avoir de la plane qui te fait un prolapsus. Hein. Tout à fait. Quand c'est trop fort en urgence. Bon, après c'est tout. Du coup, le convexe se développe plus qu'à une époque. À une époque, ça restait une solution de dernière. Oui, parce que c'est pas évident, quoi. Avant, c'était vraiment quand on trouvait pas d'autre solution, parce que c'était très rigide. Maintenant qu'il y en a quand même du souple. Les gens le supportent très bien et on arrive même à le mettre dès l'opération, alors qu'avant on n'aurait jamais vu, on aurait eu peur des prolapsus et on s'est rendu compte que ça en fait pas plus en fait. D'accord. Bon. Ça s'est développé et ça dépanne beaucoup. Quand on a celles qui s'échappent sur les côtés ou des plis compliqués ou des ventres assez mous, c'est vraiment une solution à envisager. Donc là, il faut se mettre dans le coin de la tête quand on a des soucis d'appareillage de ce type. Oui. Alors les labos, il ne faut pas hésiter, s'il y a des échantillons au labo. Voilà. Ou à la pharmacie, quand vous avez la pharmacie de ville, des choses comme ça, il ne faut pas hésiter. Hein. Et il y a différentes tailles et différentes convexités, comme l'expliquait Fred. Il y a quelques labos qui vont voir les pharmaciens, mais c'est pas le plus gros. Ou les prestataires, à la limite, tous les prestataires de stomathérapie maintenant ont des stomathérapeutes conseils. Il faut le savoir aussi, quasiment. Donc ça peut aider. Ou l'estomathérapeute qui a travaillé avec le chirurgien, sachant qu'il n'y en a pas partout malheureusement. Support et poche convexe, couplage mécanique ou adhésif ou monobloc, c'est un peu plein de choses possibles en convexe. Donc voilà, suivant. Mais c'est de moins en moins rigide, très utilisé en urologie. Dès que c'est liquide, c'est un peu plus préconisé. Ça, il faut que j'enlève. Oui, tu peux. Après, c'est juste, les patients se plaignent juste quand leurs selles sont peut-être un peu plus pâteuses, ça peut stagner un peu. Le convexe. Ça fait, il faut imaginer que ça fait comme une soucoupe, comme un bol. Ça peut rester dans le creux de ça peut rester un peu dans le creux, mais il y a certains patients qui n'aiment pas trop. Alors, si les patients sont un peu constipés... Là, on se rend plus compte de l'effet... Oui, alors là, c'est des anneaux convexes qui peuvent se rajouter avec un appareillage plat ou un autre convexe pour faire double convexité. Parce qu'on a quelquefois des stomies, malheureusement, on parlait des stomies planes ou qui ressortent, mais il y a quelques stomies qui se rentrent, qui sont vraiment rétractées. Alors, fort rétracté, c'est pas normal. Si on voit plus la stomie, ça m'est arrivé une fois. C'était pas une patiente de nous, mais c'était en consultation de co-gériatrie. Si on voit plus la stomie, c'est pas normal. Si la stomie est un peu rétractée, des fois on peut être amené à faire des grosses convexités pour aller la rechercher parce que sinon la peau autour est abîmée. D'accord. Donc là, on voit bien l'effet cupule, on va dire, quand on la voit du dessous. Et puis là, le creux plus foncé. Voilà, c'est en œil un petit peu. Voilà. Vous avez de toute façon, tout le monde n'a pas la même stomie. Hein, donc, non. Et là, il y a les ceintures. Là. Alors les ceintures, ça va aider à plaquer. Alors, soit elles s'accrochent sur le support, soit sur la poche, ça dépend des marques. Et souvent, ça va avec la convexité. On peut être amené à plaquer l'appareillage au ventre pour que ça épouse encore plus
Une meilleure adhérence? Voilà, tout à Mais fait. c'est plus sur les ventres mous? Pas spécialement, Pas c'est suivant l'anatomie spécialement. de la personne, ou il y a Oui. des plis, je sais pas. En fait, quand on a des fuites à répétition, des plis, tout à fait, et puis qu'on a l'impression que ça échappe sur les côtés, ça peut renforcer une convexité et ça fonctionne très bien. Après, ça peut être... ils peuvent l'enlever, par exemple, quand ils sont au calme. Oui, quand ils sont allongés, ils sont Allongé, peinards dans ou ça leur lit peut ou être sur le provisoire canapé, le voilà. temps de réparer la peau parce qu'il y a eu des fuites, et puis après on arrête. Des fois on met de la convexité sans mettre la ceinture. D'accord. Ça dépend vraiment des cas, ouais. Longtemps j'en ai pas envie d'ailleurs. Allez, on continue dans... Alors les anti-adhésifs, alors ça c'est un confort pour les patients, c'est remboursé à peu près depuis juste le moment du Covid, à peu près, ça a été juste avant. Avant ils payaient pour décoller les poches, les anti-adhésifs, alors souvent ils allaient chercher sur les pharmacies en ligne pour que ce soit moins cher. Maintenant c'est remboursé, donc ils ont le droit à peu près à 2 par mois par stomie. C'est-à-dire que s'ils ont plusieurs stomies, ils ont le droit à plus. D'accord. Il y a déjà une dame qui en avait 4 mois. D'accord. Un briquet, une colo et 2 néphros. Oh la vache. Elle avait le droit à 8 par... mais c'était pas trop. Surtout les néphrostomies, souvent ils s'attirent dans le dos et ils ont besoin... ça inaide. Alors ça va dépendre, il y a des modèles de poche qui se décollent plus facilement que d'autres, d'accord. Il y a des gens qui disent oh non, j'arrive à décoller comme ça. Voilà, ça moi je me suis toujours posé la question, là on est dans une période où il fait super chaud. Ouais, alors ça peut se décoller un peu plus facilement. Donc c'est vrai que moi je les préviens souvent, quand il fait chaud, il faut déjà s'hydrater. Et quelquefois, au lieu de changer par exemple la poche de colostomie tous les 4 jours, il faut la changer tous les 2 ou 3 jours. C'est possible qu'il y ait plus d'écoulement de poche quand il fait chaud. Là par contre, ça reste de la pâte de stomaïsif souvent. Ouais. Un peu comme le comofil, un peu comme ces choses-là. Donc c'est vrai que quand il fait chaud, ça peut se décoller un peu plus facilement. Quand les gens ont de la température, c'est déjà arrivé, moi, l'hyperthermie, vraiment, ça peut être à jouer aussi. Ouais, les culottes fait que... Ouais. Aussi, ouais. Mais après, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Des fois, de chauffer, ça colle mieux la poche, mais ça dépend des modèles. Oui, bien sûr. Après, le spray protecteur, ça va être plus quand même des risques allergiques. Donc là, on voit le cavillon, mais non, c'est de la skin à barrière. Bon, c'est pas. En fait, tous les labos. Par contre, il y a ce produit-là miracle, hein, tu m'expliquais tout à l'heure. Hein. Alors, c'est du cavillon advance, alors ça coûte cher, mais ça fonctionne très bien quand les peaux autour des stomies sont très irritées, limite brûlées. C'est un gros pinceau, c'est du cavillon mais advance, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur peau irritée contrairement au juste cavillon simple qui est en prévention. Et en fait, 2 applications suffisent souvent à peu près à 2 jours d'intervalle pour réparer une peau très irritée. Donc c'est vrai que c'est assez... Ça fait gagner du temps quoi quand même, c'est un sacré confort pour le patient. Mais après c'est un coût, hein, je crois que c'est... Je crois que c'était à 80, mais je pense qu'il perd des prix si c'est acheté en groupe. Ouais, donc ça c'est vrai. 80 € l'applicateur là? Ouais. Oh la vache, tu sais, c'est cher hein, Excusez-moi. Après, je pense que quand c'est acheté en gros par des hôpitaux, c'est moins cher, je redemanderai. C'est 3M qui fait ça. Après, c'est vraiment miraculeux. Alors, ça évite la poudre, la plaque. Alors après, il faut voir, comparer les coûts. Hein. Ouais, mais bon. Voilà. Je m'attendais pas à ce tarif-là. Tout ce qui est santé, alors tout ce qui est par contre film de protection cutanée n'est pas remboursé. Et c'est malheureux parce qu'il y a des patients qui sont une peau très allergique, très sensible et qui en ont besoin au quotidien. Et ils ne peuvent pas. Et souvent on les dépanne en échantillon, mais au bout d'un moment ils sont obligés de payer. Alors il y a les pharmacies en ligne aussi. Alors les prestataires qui livrent les poches de stomie, ils ne font pas de dépassement. Mais les pharmaciens des fois se font plaisir malheureusement. Mais alors voilà, c'est... Bon, j'ai eu un souci avec une patiente par exemple qui n'avait pas voulu payer le pharmacien. Une fois par an, elle vient, on va dire, se réchalander. Bon, après, c'est tout, hein. Nous, on est là pour le patient. Mais c'est dommage, quoi. Donc après, nous trouvons aussi des poches remboursées qui soient douces pour la peau et qui supportent au lieu d'avoir ça à mettre. Mais quelquefois, on est très embêtés. Il y a certains patients qui sont vraiment allergiques à plein de colle. On sait qu'il y a des marques plus sensibles. Des fois, on comprend pas pourquoi. Tu as beaucoup de cancers où le traitement s'accompagne avec les immunosuppresseurs. Oui, donc ça augmente les problèmes d'allergie. Le problème, c'est que nous, on a des patients qui deviennent allergiques. Des fois, ils ont leur poche depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et ils deviennent allergiques d'un coup, on ne comprend pas. La peau sèche, la peau... Voilà. Les irritations cutanées, on vient de le voir un petit peu. Donc des fois, ça, c'est des produits de nettoyage inadaptés. On a eu des soucis des fois avec les bétadines mis au bloc pendant un temps. Ah oui, parce qu'elles sont pas rincées et en fait. Et quand tu colles une poche dessus, c'est terrible. Ah c'est horrible. Je me suis demandé si le petit jeune il n'avait pas eu ça. Il faut vraiment
qu'il était... Enfin, après un acte avec l'application d'antiseptique, hein, il faut bien rincer, bien sécher. Les poches de stomie, ça fait souvent pas bon ménage avec les Non. Donc ça, il faut être très vigilant. Ouais. Quand on récupère nos patients des blocs pour le J'ai moins de sanitaire, problème. il faut être vigilant au niveau des services. Hein. Bon, là, c'est carrément une brûlure. Hein. Ouais. Donc là, c'est... Mais c'est l'iléostomie, hein, comme t'expliquais, les selles sont alors, super... une nuit, moi, j'ai eu une patiente, une fois, une nuit, elle n'a pas voulu appeler sa fille qui habitait à côté, qu'on avait éduquée pourtant. Enfin, en quelques heures, elle est restée avec les selles, avec une serviette sur le ventre toute la nuit. Elle était brûlée, oui, c'était ça. Hein. Heureusement, ça reste rare parce qu'on fait attention et tout le monde est vigilant, mais ça peut arriver. Ça va vite. En tout cas. Surtout quand ils ont un débit important avec des selles très liquides. Souvent, quand ils sont déshydratés ou qu'ils mangent moins, c'est pire. Souvent, on leur dit ça parce qu'ils ont l'impression que s'ils mangent moins, ça va donner moins, mais c'est l'inverse. Ça va produire de l'acidité. Et, voilà. Et quand ils sont déshydratés aussi. Ouais, d'accord. Du coup, voilà, soit on met de la poudre avec une plaque de protection, on a parlé avec du convexe, des fois une ceinture pour bien plaquer. Ouais. Et souvent dans ces moments-là, on va laver, on va essayer d'éviter le sérum phi qui peut piquer. Des fois, on nettoie avec de l'eau. Moi, j'ai de la chance d'avoir de l'eau stérile à disposition ou de l'eau froide. Dans le temps, j'ai une collègue, elle mettait un Biatain ibuprofène posé 20 minutes de cycline. Une demi-heure dessus pour endormir un peu la peau. Ah ouais, tu m'étonnes. Parce que ça leur fait très 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 mal. Et il faut j'imaginer, là c'est propre, mais au début il y a les selles. Ouais, ça peut être terrible. Donc en fait, on peut être amené aussi à mettre un peu d'EMLA ou à faire des choses pour la douleur, parce que c'est vraiment une brûlure. Hein. Après, malheureusement, on va pas pouvoir mettre des pansements pour la brûlure ou à distance, mais il faut bien qu'on réappareille assez rapidement et correctement pour pas que les selles pour pas reviennent dessus. Heureusement, souvent en 2-3 jours, ça se répare bien, parce que dès qu'il n'y a plus de selles qui vont irriter la peau va se réparer. Ouais, générer, ok. Alors mes collègues stomothérapeutes mettent du Cavillon Advance, trouvent que ça fonctionne bien. D'accord. Alors, à voir. Après, c'est brûlure encore ça. C'est parce que là on voit la stomie, on la voit plus. Là elle est dans un trou. Donc ça c'est pas normal, c'est mieux d'essayer de la refaire si possible. Bon, après voilà. La stomie mal placée. Ouais. Bon, il y a eu pire. Hein. Non, maintenant avec les systèmes de matériel qu'on a, c'est quand même plus simple. Ouais. La stomie est mal placée et les urines peuvent s'infiltrer. Ouais. C'est vrai que l'intérêt des stomathérapeutes, c'est de n'importe quelle infirmière en service. Parce qu'en fait, elles font les repères avant que le patient parte au bloc. Au bloc, il faut être très vigilant avant de faire la détertion et faire le temps d'antisepsie. Bien marquer la croix où a été fait le repère pour monter la stomie à la peau, boucher la stomie à la peau. Parce qu'en fait, elle respecte les plis naturels et l'anatomie du ventre du patient. On prend le temps de mettre les patients assis, s'ils peuvent, hein, évidemment. Alors c'est compliqué quand ils ne peuvent pas se mobiliser. Si après on essaie de les mettre assis, debout, assis, allongés, pour pas qu'ils soient dans les côtes, on les fait faire un peu de sport, on les fait bouger, on parle avec eux. Et en fait, on essaie d'éviter surtout les plis, les côtes, les autres cicatrices. Des fois, il y a des ventres compliqués, des ventres plus faciles. Bon, tout le monde a des plis. Et après, si c'est compliqué, qu'il y a déjà des éventrations, des choses comme ça, on fait aussi avec le chirurgien. Voilà, on essaye c'est pas évident. On essaye de repérer avant. C'est du sur-mesure, hein, soyons clairs. Parce qu'en fait, quand ils sont allongés au bloc avec les anesthésiques, ça relâche les muscles. Et il n'y a plus vraiment... on n'a pas les repères. Il n'y a pas les repères. Et le patient, il est allongé, donc on va pas l'asseoir alors qu'il dort. C'est impossible. On peut avoir des mauvaises surprises. Après, on peut tomber dans un gros pli et ça devient compliqué pour l'appareil. Il y a des fuites et c'est déjà pas facile d'avoir une stomie. Donc non. Tout gère. Les plis, mais ça, on n'y peut rien. Voilà, c'est mal placé. Donc alors, le problème, on a aussi l'amaigrissement du patient. Oui. Avec les traitements et la pathologie. Donc, malheureusement, là, il y a plus de plis qu'il n'était. Il est moins tendu du bidou. Hein. On est bien d'accord. Oui, et quelquefois, ils sont même en obésité. Alors, les patients obèses aussi qui ont des stomies un peu rentrées parce que le chirurgien, il n'a pas pu tirer correctement. Ah non, on peut pas, parce qu'on sent bien, de toute façon, si on tire de trop, excuse-moi, mais là, je défends ma paroisse, mais si on tire de trop, de toute façon, ça va se nécroser. Après,
ouais, on a déjà eu. L'astomie, alors là, on en parlait tout à l'heure, c'est l'astomie. Alors, c'est pas tout de suite, généralement, c'est plusieurs mois hein, quand même. Ouais. C'est souvent sur les iléostomies parce qu'elles sont pas conçues pareil. En fait, elle cicatrise. En fait, une stomie, elle va se refermer au bout d'un moment si elle n'est pas. Voilà. La nature a horreur du vide. Hein, et donc, en fait, elle va rétrécir jusqu'à temps où elle va se refermer et sténoser. Et en fait, le patient, il n'aura plus de sel qui passera et ben, il va s'occlure. Ouais. Et en fait, nous, quand on les voit en consultation, les chirurgiens, alors les gens, ça les impressionne, mais ça leur fait pas mal, mais ça les impressionne parce que l'estomie n'a pas de nerf, donc normalement, ça fait pas mal, mais ça les impressionne plus qu'autre chose. Nous, on fait des touchés, comme les touchés rectales et des touchés stomiaux. Oui, c'est ça. En fait, on dilate avec le doigt. Voilà. Si on voit que ça passe pas bien, alors moi, on commence par le petit doigt. J'ai une petite main, les chirurgiens, il faut imaginer que c'est pas ça. Mais on se rend compte quelquefois que ça passe plus, que ça va plus, donc on peut redilater l'astomie. Alors, soit le patient le fait tranquillement, il passe le petit doigt plus grand, tranquillement avec un peu de vaseline tous les jours, un petit peu quand il faut s'en changer en poche. Ça marche, franchement ça marche. Quand il est volontaire au début, il dit et puis finalement des fois il y a super bien. Ou après, quand ils ne veulent pas toucher ou que ce soit une infirmière ou quoi, il existe, comme on voit, des dilastomes. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il y a plusieurs tailles. En fait, on commence par la petite taille. Alors, enfin, on voit bien, c'est souple, c'est fait pour l'estomie, avec un peu de vaseline. Et tous les jours, on va dilater progressivement et changer de taille pour redilater l'estomie. Vous avez vu, vous avez des cônes de différentes tailles. Parce que sinon, elle se sténose. Sinon, c'est une reprise chirurgicale et refaire une stomie. Donc, des fois, ça, c'est pas terrible. Hein, parce que là, ça veut dire qu'on va abîmer un autre endroit de la peau. Voilà. Il y a toujours des solutions, quoi. Alors les bourgeons, c'est pas un drame, ça se voit. Alors voilà, c'est nitraté en ce moment. Le problème, c'est qu'il y a des ruptures de crayons nitrate d'argent. D'accord. C'est tout. Le mieux, c'est de les brûler et puis on est tranquille. Mais voilà. Il y en a qui en refont tout le temps. Ouais. Alors c'est souvent lié. Alors la cicatrisation des fils qui ne sont pas résorbés assez vite. Des fois, on a des petits. Ça fait comme des petits granules, en fait. Oui, c'est ça. Alors des fois, c'est juste ça, ça va passer. Et des fois, ça persiste avec le frottement des poches. Ouais. Les bourgeons, on peut en rencontrer aussi souvent autour des gastrostomies, par exemple. Sur les bords des trachéos, ça arrive. Ou il y a des endroits de l'organisme qui frottent. On ne sait pas, c'est un mécanisme et ça peut faire mal et saigner. Donc c'est ça surtout qui est embêtant, c'est que quand ça fait mal et que ça saigne, c'est embêtant. C'est très douloureux. Donc quelquefois, on découpe un peu plus grand. De façon à ce que ça ne frotte pas. Voilà, et le protonsan fonctionne bien aussi, surtout sur celle urinaire. Alors le protonsan, c'est un peu plus embêtant parce qu'il faut laisser poser le protonsan à 5-10 minutes, donc si sont des selles en même temps. Et après faire l'appareillage. Bon. Oui, pourquoi pas. Et c'est pas remboursé le protonsan. Le problème, c'est qu'il n'est pas remboursé, donc on peut donner un flacon, demander un échantillon, mais voilà. Je vous le note. Hein. Nitrate est plus radical, ce qu'il faut juste, c'est pas brûler le reste de la peau. Après, on peut mettre un petit comme fil, un petit truc comme ça pour protéger quand on a nitraté, pour pas que ça frotte quelque temps. Et tout en direct. Hein. Voilà. Après, complications. Alors là, c'est le prolapsus. Donc le prolapsus, ça peut arriver. C'est pas très grave, ça dépend. C'est très impressionnant. Esthétiquement, c'est assez mal vécu par le patient. Voilà, c'est un gros. Il y a des petits. Alors. Quand il y a une chirurgie en urgence chez quelqu'un un peu dénutri, souvent sur des occlusions, le chirurgien il peut être amené à faire l'orifice plus grand que l'estomie, ça va être un peu plus mobile. Donc la personne va être accrochée, ça va faire comme des va-et-vient, ventre extérieur. Et au bout d'un moment, si surtout il y a des constipations, des choses comme ça, elle va se ressortir plus. Après, il peut y avoir des causes aussi de cancer qui évoluent derrière, qui poussent. Bon, ça malheureusement. Parce que des fois, malheureusement, on fait de la décharge, mais il n'y a pas de traitement. On est dans du pur palliatif. Et du coup, on peut avoir des stomies, des prolapsus, des stomies, oui, ressortis forts, plus ou moins. Alors, il peut y avoir une reprise. Si c'est un petit prolapsus qui gêne pas l'appareillage, voilà ça. Il y a des plus petits. Hein. Au début, ça commence par quelques millimètres, quelques centimètres. Le patient il dit ma mastomie, elle rentre, elle ressort. C'est un début. Voilà. Il faut essayer qu'il ne fasse pas d'efforts abdominaux. Des fois, avec un petit leggings un peu serré, une petite ceinture. Ça te replaque des fois, de replaquer un peu, ça peut aider à le contenir. Il y a des ceintures exprès maintenant. Mais bon, après, souvent, ça évolue quand même tranquillement. Il y a des gens qui n'en feront jamais plus, puis il y a des gens, ça fait des gros prolapsus comme on voit.
Et après, bah, ça peut évoluer fort. Des fois, je sais pas, ils ont toussé beaucoup, bah, c'est ressorti. D'accord. Donc, ça se rentre. Le problème, c'est que dès qu'ils vont retousser ou faire un effort abdominal, ça va ressortir. D'accord. Donc, en fait, tout ça pour ça. Donc, en fait, bon, voilà, on le rentre, il va ressortir. Donc, la prise en charge, c'est chirurgical. Hein. Le chirurgien, il recoupe, il refait les sutures, en sachant que 90% du temps, ça revient, malheureusement. Ouais. Donc, c'est un peu embêtant pour les patients parce qu'il faut appareiller plus large, en fait. Oui. Parce que ça prend de la place et le prolapsus, il fait beaucoup d'eau dans la poche. Et du coup, puis ça prend de la place quand ils sont gros, les prolapsus. Des fois, on arrive à une taille limite. L'éventration, ça arrive souvent sur les colostomies gauche à long terme, même très très couramment, parce que les gens ils reprennent une activité normale, ils reprennent du poids, on ne les reconnaît pas des fois, ils reprennent une vie normale, et ben, la paroi, en fait, il faut imaginer un filet avec un trou dedans, c'est ce que je leur dis moi, et du coup, il y a une fragilité de la paroi qui est au quotidien. Et ben, alors même avec des ceintures. Le maintien, c'est compliqué. Ouais. Alors il y a des chirurgiens qui sont pas pour parce qu'ils disent qu'il faut que ça se remuscle naturellement. Il y a des chirurgiens qui en mettent. Ça c'est pareil. Hein. Alors ils font maintenant des reprises avec des cures d'éventration. Le seul souci c'est quand la stomie doit rester, ils sont obligés de la transposer de l'autre côté. Ouais. Donc c'est vrai pour le patient. Bah, ça te donne une faiblesse de l'autre côté. Voilà. Ouais, alors à droite il y en a moins quand même. Voilà, moins de risques. Mais bon. Après, ça veut dire que c'est une nouvelle stomie. C'est une nouvelle stomie, peut-être un nouvel appareillage, un autre endroit, du côlon. Voilà. Quand on voit une stomie comme ça. Moi, j'ai une grand-mère qui en a une, elle est en fauteuil roulant, elle est très âgée. Ouais, quand même, elle doit avoir 80 ans. Est-ce qu'on va l'embêter à refaire une grosse chirurgie alors que c'est à peu près maîtrisé? Bon, elle est très constipée aussi. Après, oui, non, mais après, on cherche le bénéfice. On cherche le bénéfice. Si ça devient un risque qu'elle s'occlue, là, il faudra voir. Oui. Bon, on va pas directement à la chirurgie pour aller à la chirurgie. Quoi. Voilà, on arrive à appareiller. Ouais. Bon, tant que ça tient, c'est vrai qu'il faut quand même que les chirurgiens soient au courant et voilà. Puis là, je montrais. Hein. Et c'est vrai, à la piscine, j'en ai vu un ce week-end. Ah non, toi. Ouais. Un jeune qui nageait. Les jeunes osent plus, c'est vrai que, comme tu dis. Mais, il y a les réseaux sociaux, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui partagent leur quotidien de stomiser quand même. Dommage que les gastrostomies ne soient pas abordées. Alors, qui a écrit ça et qu'est-ce que vous entendez par les gastrostomies? Oui, les GEP. Les GEP, c'était pas le sujet du jour, mais on peut en faire un. Il y a stomie dedans. Les GEP, c'est pas du tout une stomie. Hein. C'est un appareillage. Gastrostomie, quand même. Voilà. Non, mais c'est un appareillage particulier. Oui, c'est pas. Qui est de plus en plus présent dans les établissements médico-sociaux, hein. Ça c'est clair et net. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un flou, hein, c'est pas vrai, mais souvent géré lors des toilettes par les éducs ou les aides-soignants. Normalement, c'est un geste infirmier, on va être clair et net. Et donc, on a des soucis avec les boutons, Mickey, des choses comme ça. Et puis, les gestions avec les vêtements non résidents, où des fois, ça souffre. Alors, sinon, j'en sais l'activité d'autres n'est pas optimale. Prélèvement non conforme et florovicial. Conseillez-vous d'utiliser plutôt de lait stérile pour les soins de stomie? Après, c'est mieux quand même. Hein. Ou de l'eau en bouteille. Hein. Moi, j'ai des patients qui partent. Heureusement, j'en ai quelques-uns dynamiques. J'ai un qui a fait Saint-Jacques-de-Compostelle en partie, pas tout. Hein. Il a fait de l'eau en bouteille. Hein. Oui, je connais, moi, dans le domicile, il y a des gens, ils font bouillir de l'eau. Ouais. Parce que on se méfie de nos eaux dans nos établissements. Ou différentes filles. Hein, mais à domicile, ils ne maîtrisent pas leur réseau. Hein. On est d'accord. Ouais, normalement, il n'y aurait pas besoin, mais après, je comprends. Alors, j'avais du coup la présence d'une sonde urinaire au niveau de l'abdomen dans la vessie n'est pas considérée comme une stomie alors. La sonde urinaire au niveau de l'abdomen dans la vessie par rapport. Alors, on ne comprend pas bien. Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît, madame. Sylviane, s'il vous plaît. On vous entend, oui, allez-y. Oui, alors en fait, moi j'ai souvent, je suis donc infirmière hygiéniste et je suis interpellée par rapport à la réflexion en fait du pansement.
Par rapport à en fait une sonde urinaire qui n'est pas dans les voies, on va dire, normales, mais qui est branchée directement sur la vessie au niveau de l'abdomen. Ah, c'est les... néo-vessie. Et montage parfois de c'est un néo-vessie. dispositif transitoire, parfois non. Mais du coup, on m'interpelle souvent par rapport à la réflexion du pansement. Bah alors là, la réflexion du pansement, si c'est une sonde urinaire qui est directement dans la vessie au niveau de l'abdomen, là, on va être très vigilant. Mhm. Parce Ouais. que là, c'est un soin. Moi, j'irais. Après, le soin des sondes urinaires, c'est le savon maintenant. Ouais. Après, s'il y a un pansement par rapport à Et elle est l'orifice de fixée sortie, comment? Elle est fixée, par un c'est fil. maintenu par le ballonnet ou par un fil? Oui, c'est ça, par un ballonnet. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est Ah changé bah. toutes les 6 semaines, mais c'est le chir qui le fait. Le C'est pas chien qui les change la filles. sonde. D'accord, ok. Ouais, franchement, sincèrement, C'est des montages de néo-vessie, ça. ouais. Après, j'ai moins l'habitude. Ça se fait de temps en temps, mais c'est quand même plus. Bah, des fois, ils font ce qu'ils peuvent. Après, ça amenait à être enlevé peut-être après pour faire un orifice artificiel, non? C'est ça. Non. C'est mon truc ouais, c'est quelque chose de transitoire. Oui. D'accord. Non, franchement, sincèrement, j'ai jamais vu pratiquer. Tu sais, j'ai le cathéter qu'on met dans la vessie, Ah, là. suspubien. Le cathé suspubien, ça j'ai vu. Oui, ça c'est Là, plus en stérile. après, Après, il faut mieux rester un peu en stérile que de faire des bêtises, c'est ouais. sûr. Après, c'est vrai il y a un va-et-vient qui s'effectue naturellement, vu que c'est maintenu que par le ballonnet. Oui. Tu as des va-et-vient de vessie, donc il faut être très vigilant qu'il n'y ait pas de dépôt qui se fasse au niveau de la sonde. Je présume que vous utilisez des sondes siliconées. Alors, j'ai pas de visuel comme ça directement. Ouais, La change régulièrement. ouais. S'il la change régulièrement. Oui, bah, ça doit être. Comme des Alors, je sais pas du tout urétérostomies, parce que. En fait, les labos donnent l'utilisation classique, hein, passant par le méa urinaire et aller dans la vessie. Donc, on a des sondes qui vont jusqu'à 8 semaines sur place. Hein. Oui. Mais là, je ne saurais pas parce que c'est un autre usage, on va dire. Ça va être un autre usage. Je pense qu'il faut avoir une surveillance accrue, que ce soit l'aspect de dépôt au niveau de la sonde, voir un petit peu l'orifice si ça ne suppure pas. Puis la surveillance de la température, des signes d'infection, quoi. Après, il échange à peu près tous les combien? 6 semaines. 6 semaines? Ouais. Oui. Bah, Comme une sonde urinaire. Comme Ils une sonde considèrent comme urinaire une sonde classique. urinaire, donc il faut regarder l'orifice de sortie. Ouais, voilà. Et puis les signes infectieux généraux, quoi. Ouais, comme une infection urinaire, hein, douleur abdo, dorsale, hyperthermie. Voir s'il n'y a pas d'aspect infectieux ou d'irritation au niveau de la sortie. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la sortie sondes. de la peau, ça peut être plus irritant que. Parce qu'il y a un peu plus de va-et-vient, puis bon, accessoirement, l'abdomen, il n'est pas fait pour, quoi. Donc, il peut y avoir des bourgeons. Mais voilà. parfois, ce qui se passe, c'est que ça tire un petit peu. Donc, du coup, il y a un point de pression cutanée. Il faut qu'on fasse attention. Donc, on essaye de fixer le dispositif et de faire tourner un petit peu parce que du coup, ça peut faire des petits plaies en dessous au niveau de la. Enfin, comme quand c'est Ouais, parce que là, en fait, en pansement, vous mettez quoi, en fait, au niveau de l'orifice? Vous faites un trou, un pansement et vous mettez le pansement, vous faites quoi? Je sais pas. des compresses fendues. Des compresses fendues. On passe la compresse. Vous avez entendu? Non, j'ai pas entendu. Non, on n'a pas entendu. Des compresses fendues, en fait. Ah, des compresses, d'accord. Ok. Oui. Des compresses fendues. Ok. Bon, après, parce qu'il y a des écoulements qui se font longs. Ça doit pas être complètement étanche, je sais pas. Après, oui, on met des compresses fendues, on met de l'IPAFIX dessus. C'est pas quelque chose pour Ouais. fixer. On fait le pansement régulièrement, mais il y a effectivement un peu des sérosités ou des choses. Ouais. Ah oui. Ouais. D'accord. Mais oui, le désavantage des sondes comme ça, c'est qu'il y a toujours un peu qui passe à côté. C'est tunnelisé, mais un peu comme les urétérostomies à la peau, hein, de l'abdomen, hein, en fait. Donc ça, sauf que là, c'est une sonde urinaire qui va directement dans la vessie. Et qui sort sur la peau du ventre. Bon, c'est pas le plus courant. Après, ça ressemble un peu à des montages de néo-vessie. Les montages de néo-vessie, l'avantage, c'est qu'en fait, tu as juste un orifice où les gens peuvent s'auto-sonder.
Que là, la sonde... Elle est en place. Ouais. C'est pas un montage classique en tout cas. Bon, alors on a la personne qui insiste pour les GEP. Les GEP, après... c'est quoi la question par rapport aux GEP? Oui, parce qu'il n'y a rien de compliqué dans la GEP. Je sais pas. Nous, on en a pas mal parce qu'on a un ORL. C'est quoi la question des GEP? Alors, les GEP, elles peuvent être posées soit par un chirurgien, par une petite laparo, soit par un gastro-entérologue ou un radiologue. Et il y a deux techniques différentes, donc ça va dépendre comment elle va être posée. Après, le soin, au final, au début, quand c'est par voie radiologique, ils mettent souvent des plots qui restent une dizaine de jours. Alors, c'est comme des boutons de chaque côté, il y en a 3, qui doivent tomber plus ou moins tout seuls. Bon, si au bout de 10-15 jours ils ne sont pas tombés, ils peuvent abîmer la peau, donc on conseille de les enlever. Alors là, c'est un pansement, les 15 premiers jours, que ce soit l'un ou l'autre. Et après, normalement, si c'est bien cicatrisé, il ne doit plus y avoir besoin de mettre de pansement. Alors, il y a quelques patients qui ont des petits écoulements, des petits suintements intestinaux quand même, qu'on peut prendre pour des infections, ça dépend. Il peut y avoir des petites infections de parois, donc si on voit que c'est rouge et purulent au niveau d'à côté, on peut être amené à faire un soin, voire des antibiotiques, ça peut arriver, parce qu'on passe quand même la paroi abdominale. Après, normalement, c'est le ballonnet qui est de l'autre côté dans l'intestin qui fait l'étanchéité avec la collerette qui est dehors. Donc en fait, ils doivent être plaqués l'un dans l'autre et des fois, on voit que les collerettes sont loin. Et du coup, il n'y a pas d'étanchéité, le sonde fait des allers-retours et ça peut fuir. Donc ce qu'on conseille quand même, c'est de vérifier régulièrement, tous les 15 jours à un mois, pas non plus tout le temps. Si on a un doute, on peut vérifier le ballonnet, mais pour vérifier le ballonnet, il faut tirer la collerette vers soi, enfoncer la sonde dans l'estomac, ça risque rien. Et là, on va dégonfler le ballonnet et voir combien il a donné. Il reste combien de liquide, d'eau qu'on récupère dans la seringue pour voir si c'est vraiment le nombre de cc qui était indiqué sur la sonde. Si on voit que par exemple il n'y a que 1 au lieu de 5 ou 2 au lieu de 10, enfin ça arrive, parce qu'on a des sondes qui vont jusque 10 maintenant. Avant c'était 5, donc c'était un peu automatique et j'ai vu des sondes remplies à 5 parce que c'est tellement automatique que je pense qu'ils n'ont pas regardé. Bon bref, et du coup on regonfle le ballonnet avec de l'eau. Là pour le coup il faut de l'eau PPI, surtout pas du sérum Phi parce que le sérum Phi a du sel et mange les ballonnets. Voilà. C'est le piège. De l'eau PPI, on regonfle le ballonnet. Avec le volume indiqué sur la sonde. Avec la sonde toujours enfoncée. Après, on retire vers soi délicatement. Et on descend la collerette. Voilà, on redescend la collerette, bien plaquée contre le ventre. On peut passer un petit doigt en dessous, Et normalement, si c'est la bonne taille de sonde, si le ballonnet est bien rempli, on peut faire un test à l'eau après. Des fois, c'est ce qu'on fait pour vérifier. On passe une seringue d'eau à une fuite, là, et on voit, généralement, ça règle à peu près le problème. Oui, il y a une étanchéité qui se fait naturellement. Après, on peut avoir des petits abcès de paroi, certes. On peut avoir quand même des reflux un peu intestinaux sur certaines personnes. Il faut penser à plusieurs choses. Ils peuvent être constipés. Donc, moi, je dis souvent un lavabo qui ne s'évacue pas, reflux. Donc, en fait, il peut y avoir des problèmes aussi de constipation des patients. Et en fait, ils sont alimentés, ou les gens qui sont trop allongés, ils sont alimentés, et en fait, ça s'évacue pas. Donc en fait, ça reflue par la sonde. Ça peut arriver un petit peu. C'est pas le surtout les résidents qui sont en fauteuil ou qui sont... un mauvais transit. Parce qu'on le voit bien, ça va être un souci, on va les mettre en verticalisation et ça va tout de suite mieux se passer. Mais c'est vrai que vous en avez de plus en plus dans vos infrastructures. On n'a pas souvent les comptes rendus. On n'a pas souvent la suite du matériel, mais à vous de le demander suite. C'est vrai que je pense qu'il y a un souci de suivi. Nous, on a déjà du mal en oncologie alors qu'on les voit régulièrement. Je pense que pour des patients dans des structures, c'est pas évident parce que les gastro-entérologues posent les GEP et ne les revoient jamais. Non, ils sont juste poseurs. Il y a un gastro-entérologue qui me l'a dit il y a 3 semaines. Oui, il n'y a pas de service après-vente. Voilà, nous on a un livret qui est fait pour conseiller les infirmières, leur dire qu'en effet la sonde se change à peu près tous les 6 mois. Et après, ça c'est la sonde au début, et après on peut mettre des Mickey en effet. Ce qui serait l'idéal, c'est qu'il y ait un suivi par des services de nutrition et des infirmières formées, mais ça a du mal à suivre. Voilà, parce que la GEP est posée d'un côté et le suivi nutritionnel, des fois, est fait
par des diététiciennes qui sont très bien. Mais elle se concentre sur les calories, les fibres, elle se concentre... Voilà, il y a un côté, on va dire, fonctionnel mécanique et un côté, en fait, enfin, il y a quelqu'un qui va réfléchir à ce qui va passer dans la sonde et il y a quelqu'un qui va réfléchir à la sonde. Et souvent, c'est pas la même personne. Ouais. Et voilà, on a toujours... Il y a un flou. Il y a un flou. Voilà, il faudrait un peu plus peut-être d'infirmières nutritionnistes ou je ne sais pas. Je sais pas. Ah, ça envoie disperser. Enfin, c'est... En fait, il n'y a pas la maîtrise du matériel par rapport aux indications diététiques. Les diététiciens ne sont pas formés pour ça et les infirmières ne sont pas formées. Enfin, il y en a des formés, il n'y en a pas beaucoup de formés à la nutrition artificielle. Donc, ce qui fait que... Puis après, dans les GEP, on met tout et n'importe quoi sans être méchante. Mais le problème, c'est que on écrase des médicaments, on les fout dans les GEP et tout. Oui. Là, ça devient compliqué, quoi. Les bouchons de médicaments, c'est assez récurrent. Pour avoir travaillé au bloc. Il y a aussi une liste de médicaments à pas poser. Il faut pas écraser. Donc, c'est sur le site de l'Omédite. Hein. Ils ont sorti. Elle est très grande. Elle est très longue, elle est sortie là. Hein. Mais elle peut aider. Des fois, quand les GEP se bougent souvent, il faut regarder s'il y a certains médicaments ne sont pas écrasés. Alors, moi, j'ai eu des soucis. J'ai eu un patient, il avait des anticancéreux qu'il ne pouvait pas écraser et il ne pouvait pas manger. Donc, c'était très compliqué à ce niveau-là. Enfin, des fois, les médecins, ils sont gentils, mais ils ne pensent pas à tout. Voilà. Les GEP, c'est pas le tuyau, on passe tout dedans. Quoi. Alors, dans le temps, on écrasait la nourriture, on passait la nourriture. Mais ça, c'était avant. Hein. Voilà. Maintenant, il y a des alimentations artificielles adaptées. Alors, est-ce qu'on peut faire un lavement de type Normacol au niveau d'une stomie pour... Bien sûr. Peut se faire par une IDE. Oui. Alors, la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est l'idéal, c'est de prendre soit une sonde urinaire, soit on a des cônes exprès qui sont vraiment faits exprès, qui sont souples au bout, qu'on colle à la stomie. Alors souvent, ça fuit un peu à côté. Mais le tout, c'est de ne pas traumatiser la stomie, de ne pas traverser la muqueuse de la stomie par quelque chose de rigide. Ça, je ne l'ai peut-être pas dit. Mais surtout, on essaye de mettre des choses souples dans la stomie. Alors, le dos, il est souple, mais on ne va pas aller mettre quelque chose de rigide dans la stomie. On peut traverser la paroi et ça peut être très grave. On peut perforer une stomie. Tout à fait. Et perforer le côlon. Donc, en fait, on peut... Alors, si on laisse l'embout du Normacol à l'entrée, ben alors, il n'y aura pas beaucoup de Normacol qui ira dedans. Vous n'aurez pas grand-chose, ça sera que de la surface, vous ne serez pas dedans. Donc, le mieux, c'est soit un cône extrait. Je ne sais plus si c'est monocolopie. Non, c'est quoi? Enfin, ça existe. Des cônes souples au bout blanc avec un petit... Après, on a un petit tuyau et on peut adapter le Normacol au bout facilement. Et on va plaquer le petit cône à la stomie. Souvent, il faut faire un petit essai d'eau, voir si on est dans la bonne direction. Voilà. Un toucher stomien est mieux avant pour savoir dans quelle direction va le trait de la stomie. Soit tout droit ou soit ça, c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Et pour pas faire trop compliqué, c'est assez simple, il faut juste avoir une sonde urinaire, je sais pas que c'est pas évident peut-être pour tout le monde. Une sonde urinaire qu'on rentre de quelques centimètres, on craint rien, c'est très souple. On la rentre de quelques centimètres et on passe d'abord de l'eau pour voir comment ça ça coule. On peut gonfler un tout petit peu le ballonnet. Comme ça t'évite de faire une pression. Ouais. Voilà. Bon, si on veut pas, on la tient. Ouais. Mais c'est pour éviter, c'est pas évident avec deux mains des fois. Et où on est à deux. Oui. Et après, au bout de la sonde de Foley, on va envoyer le. Alors moi, ce que je conseille, ce qu'on a souvent fait, c'est on dilue des fois avec un peu d'eau tiède, parce que je trouve que c'est un peu agressif pour les muqueuses. Bon, oui, parce que là, on est directement, on n'a pas l'ampoule rectale à traverser pour passer le Normacol. On est directement dedans. Avec un ancien chirurgien, on passait des sérums Phi de 500 avec une pompe sur une Foley. Et ça fonctionnait bien. Hein. Oui, rien que de l'eau. Voilà, comme on faisait avant, les lavements avec le broc d'eau il existe encore les brocs, ça existe encore, les poches où on peut adapter, on peut faire avec de l'eau tiède également. Mais c'est faisable, on le fait, on l'a encore fait en médecine il y a quelques jours. Donc, alors, le cystocate, c'est un cathéter qui évacue les urines, donc c'est pas du tout dans la stomie. En fait, c'est le cathéter qui est carrément... C'est pour les hommes, pour les femmes, non, ça fait pour les deux. En fait, c'est un cathéter qu'on va mettre en suspubien sur le ventre, qui va aller directement au niveau de la vessie pour évacuer les urines. Moi, j'en ai eu chez les bébés aussi. C'est très particulier, c'est souvent provisoire. Ouais, c'est pas prêt pour rester longtemps. Hein. Non, et puis ça se désadapte pas, donc il faut vraiment avoir ce qu'il faut comme dispositif quand vous devez faire des ECBU. Donc il faut avoir un site de prélèvement de CBU au niveau de la poche et c'est en système clos. Voilà.
Donc ça, c'est posé en chirurgie. Bonjour, une fistule sous iléostomie. Le protocole actuel à la sortie de l'hôpital est comme fil sous le support de la poche pour la fistule. Est-ce correct pour vous? Le changement de poche devient un soin ILU? Oui, dès qu'il y a un pansement, c'est quand même un peu plus idée. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de structures où c'est les aides-soignantes. C'est très compliqué l'estomie parce qu'en effet, c'est un soin d'hygiène, mais c'est un soin infirmier aussi. Ouais. Donc voilà, quand il est simple, moi je trouve quand il est quotidien et simple, ça peut être très bien fait par une auxiliaire de vie ou une aide-soignante. Ouais, moniteur, éducateur, ouais, mais aussi avec l'accompagnement là, aussi. Voilà. là, je sais bien, c'est la vraie vie, hein, mais Ouais. normalement, c'est pas de leur rôle, hein, soyons Ma clairs. mère elle est auxiliaire de vie, elle m'a demandé comment on faisait son histomie Ouais, parce qu'elle était confrontée quotidiennement à ça, à domicile, et elle avait, voilà, c'est le quotidien, je sais très bien, de beaucoup de monde. C'est pas compliqué. Ah, par contre, c'est vrai que s'il se complique parce que il y a des pansements en plus et que c'est un soin de stomie un peu plus complexe, un peu plus compliqué avec un montage, ça peut devenir infirmier. Moi, ce que je conseille, c'est quand même. Après, pourquoi pas vider et changer la poche peut rester un quotidien, c'est pas le plus passionnant, je sais. Ça va avec la toilette ou Voilà. avec l'échange, hein, Mais entre par guillemets. contre, s'il y a des pansements en dessous qui sont un peu compliqués avec des montages de pansements, de méchage, de pâtes, etc., et que ça peut être fait à deux ou par une infirmière, voilà, il faut aussi. Une nouvelle loi les oblige, oblige qui? Parce que là, c'est compliqué de suivre le truc. Les aides-soignantes sont obligées de... C'est dans leur rôle propre maintenant, c'est ça? Vous pouvez prendre la parole. Hein. Moi, je pense que c'est dans les soins d'hygiène, Ouais. les stomies, malheureusement. Alors, sur les ordonnances, c'est paradoxal, c'est que pour les infirmières, on est obligé de mettre pansement de stomie maintenant, en sortie. Super aussi. Après, Après, alors c'est vraiment, ils sont pas logiques à la Sécu parce que vous voyez, en sortie d'hospice maintenant, on est obligé de mettre pansement de stomie pour que ce soit pris en charge pour les infirmières libérales. Alors évidemment, c'est à domicile, hein, c'est différent. Non, mais comme le DU, il est accessible qu'aux infirmières. Alors, je te pose la question. Alors, par contre, il y a des formations courtes qui sont pour les aides-soignants et les infirmières. D'accord, ok. Mais oui, le truc d'experte, ouais, ça reste pour l'infirmière. Mais ça se démocratisera peut-être après. Mais il y a quand même des formations courtes qui sont faites de 3 à 5 jours. Après, les glissements de doigts pour, on va dire, officialiser les glissements de tâches, ça, on sait bien comment ça se passe sur le terrain. Et après, il faut qu'on fasse avec les protocoles et l'expertise et les pratiques de chacun. Les DU, c'est aussi pour les AS. Après, il faut partir sur le DU. Hein. Alors, c'est facile à dire, attention, on va être clair et net. Hein. Déjà, il y a beaucoup d'ASH. Un jour, elles font du nettoyage, l'autre jour, elles font les toilettes. Donc, avoir des aides-soignantes qui fassent le DU de stomie, c'est plus que compliqué. Alors, le stomie, c'est pas vraiment un DU, c'est un diplôme, c'est un organisme ESFORD qui est à Bordeaux et à Paris. Ils sont groupés maintenant, avant ils étaient concurrents. Et à Lyon, à Bordeaux et à Paris. Et en fait, c'est un organisme qui forme les stomothérapeutes. Donc, c'est un diplôme reconnu, hein, mais c'est pas un DU. C'est pas à la fac qu'on se forme pour l'instant pour ça. Après, ça déroule. Non, mais déjà, les DU, ils sont pas reconnus sur les grilles. Alors, tu penses bien que des formations, c'est... Non, mais l'expertise en stomathérapie est plus reconnue que DU. Paradoxalement, alors que ça demande un travail différent. Hein, alors que là, il y a des stages, on le voit sur le terrain et on a des cours par des professionnels. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, Eri BLDFV. Je suis désolée, j'ai l'impression de parler en morse. Vous vouliez poser une question? Oui, bonjour. Non, c'est bon, vous y avez répondu. C'était concernant les prélèvements d'eau non conformes en ESS. D'accord, ok. Nadia, vous aviez encore une question? Parce que la main est toujours levée, pour ça. Non, ça a l'air d'aller. Donc on a bien... Après, voilà, on a essayé ce que vous ayez un support. Après, il est ce qu'il est, avec une professionnelle qui fait ça toutes ces journées.
Ensuite, c'est vrai que quand on est dans des petites structures, on se sent toujours un peu démuni parce que c'est un peu compliqué. Et puis, demander l'avis aux médecins co, c'est toujours compliqué parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément le sujet. Et puis, comme on disait, pour les GEP, il n'y a pas de service après-vente. Il ne faut pas hésiter à demander un peu au laboratoire, au prestataire. Parce que clairement, moi j'ai des médecins, ils ne savent pas prescrire les gauches. Non, puis après l'expérience, elle se fait avec, à force de faire. Ils vont mettre poche de stomie sur l'ordonnance. Et puis à converser avec les prestataires. Quoi. Ouais. Alors, un problème des stomathérapeutes, c'est qu'on est groupé sur des grosses structures. Après, il ne faut pas hésiter à redemander avis, mais faut qu'ils s'assument souvent par un médecin, un chirurgien de la structure. Quoi. Oui, parce que où ça a été posé, où ça a été mis, on se doit d'avoir un suivi. On se doit d'avoir un suivi. Même il peut y avoir des consultations pansement estomie. Donc, essayer de voir avec l'hôpital où ça a été fait ou la clinique. Après, il y a quelques stomathérapeutes en libéral. Il y en a un dans les Ardennes. Ouais. Qui forme à la stomathérapie en libéral, qui conseille ses collègues. Mais c'est pas malheureusement le plus courant. Parce qu'il ne peut pas vivre que de ça, mais il s'est formé. Nous travaillons avec un prestataire, mais surtout pour le suivi nutritionnel. Oui, bien sûr. Alors eux, des fois, ils peuvent alerter. Moi, ils alertent souvent les diététiciens sur des problèmes de GEP. Et les diététiciens nous envoient ceux qui s'occupent des pansements, des stomies, des alertes, on va dire, et nous convoquent les patients. Voilà. Tous les 6 mois, ils nous alertent, tel patient, il faudrait passer un Mickey, il voudrait un Mickey, tel patient, il faut changer sa sonde dans 1 mois, vous pouvez le reconvoquer. C'est vrai que comme ils ont un suivi assez quotidien, assez important au niveau nutritionnel, ils alertent quand même sur les sondes, sur les difficultés. Plus qu'à une époque. Ça dépend des prestataires, mais généralement, ça va de pair. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont perdus un peu dans la nature au niveau des sondes. Ça, c'est vrai. Alors après, pour les GEP, le souci qui se pose aussi, c'est que des fois, de plus en plus, accessoirement, dans les infrastructures, c'est des infirmières libérales qui interviennent. Parce qu'on n'a pas assez, voire plus d'infirmières institutionnelles en établissement médico-social. Donc là, ça serait bien d'avoir dans le dossier du patient un suivi sur la GEP. Alors, on a fait des fiches, on a fait des fiches GEP sur le CPS Dantest pour les soins, le suivi, enfin. Le problème, non, ça a peut-être changé là, mais pour l'instant non. Non, on n'est pas au courant là. Alors non, on peut vérifier le ballonnet, repositionner la sonde. Au revoir, merci Lucia Irena. Mais on n'a pas le droit, normalement, de changer les sondes. Alors nous on est 2 infirmiers, on le fait avec un chirurgien, mais il est à côté le chirurgien. C'est une délégation de tâches en fait. Mais c'est un dossier, c'est compliqué. Et en fait, en gros, ils nous apprennent à le faire pour faire des délégations de tâches peut-être après, quand ça sera officiel. Quand ce sera validé par l'ARS. En fait, parce que si on ne retrouve pas le trajet de la paroi, là, si ça peut être gênant. c'est rétréci, si on ne pouvait pas reposer la sonde et que c'est la seule façon que les patients ont de s'alimenter, ça peut être très grave. Et ça, on peut se retrouver dans le ventre au mieux de se retrouver dans l'estomac. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'il ne faut mieux pas en structure. Si nous, on est entouré de chirurgiens, on peut renvoyer un patient très vite au bloc ou en endoscopie ou un chirurgien va oser forcer. Que nous, on ne va pas oser forcer. Voilà. Parce que la pose de la GEP, elle se fait sous contrôle radio. Et visuel d'un gastroscope ou la radio. Donc là, le problème de faire comme ça, ça se fait pas au feeling. Au bout de 6 mois, le passage est fait, mais voilà, on va pas prendre de risques. Si le ballonnet reste trop longtemps, des fois, on n'arrive pas à enlever la sonde, elle se calcifie. Et c'est compliqué, il faut forcer. Donc... Alors, il y a une main levée, Madame Dautel et Eddy. Oui, bonjour, c'est Madame Dautel et Madame Eki. C'est moi qui vous mettais effectivement qu'on travaille avec un prestataire et effectivement, on a une infirmière qui change les sondes, mais effectivement, si ça ne passe pas ou si ça n'allait pas, si on n'arrive pas à la faire tout de suite, c'est juste le changement de sonde tous les 6 mois. Oui. Les autres qui ne veulent pas le faire. Et effectivement, les chirurgiens les gastros veulent que ça passe par eux parce qu'ils disent effectivement qu'il faut être sur endoscopie. Sauf que quand on y va, l'endoscopie, ils ne la font pas.
ils remettent comme Oui, ils font comme Non, ça. non, mais là, je parle mal de la pause. Ah, Après, bah, suivant oui, la tunnelisation, comment elle est faite. Non, mais Accessoirement, pour avoir c'est pas compliqué à faire. Hein. Moi, je non. le fais avec un chirurgien, c'est pas Voilà. compliqué. Hein. Il faut juste enlever, remettre. C'est juste quand ça se passe mal, c'est pas le bol, c'est un tous les. Voilà, 15, 20. c'est un peu chaud, quoi. Si on Voilà. voit qu'il y a Alors un problème, après. de toute façon, on envoie effectivement. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors après, en sachant qu'un orifice de GEP, le souci, c'est que ça se referme très très vite. Ouais. On dit 6 heures, mais c'est pas vrai. Hein. Moi, j'ai déjà vu se refermer en 2 heures en service. Le mieux, s'il y a un souci, c'est d'essayer au moins de mettre même une petite sonde de Foley pour qu'il reste un petit orifice d'entrée. Parce qu'une fois que la peau est fermée, c'est fichu. Hein. On ne retrouve plus on peut plus le tunnel. Refaire et des fois, ils veulent pas. Voilà. Donc c'est vrai que si le patient est alimenté que par ça, ça peut poser très vite souci. C'est juste ça. Après les risques, moi je le fais régulièrement. Je veux dire sous couvert d'un chirurgien et c'est encadré. Mais c'est pas un geste très compliqué en effet. Hein. C'est pas beaucoup plus compliqué que poser une sonde urinaire. Je comprends hein. Très bien. Oui oui. C'est pas compliqué, mais nous on est 7, il y en a 6 qui ne font pas parce qu'au niveau du décret de compétence, en fait, ça fait pas partie. Tout à fait. Voilà. Ah non. Bah non, c'est exercice illégal de la médecine. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc vous dites, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, il ne faut pas chercher voir pour savoir qui va prendre. Donc en fait, par contre, là, on n'est pas couvert. Alors il est toléré par contre de mettre une sonde de Foley à même petite taille. Ça c'est toléré. Ça a toujours été toléré. On le faisait déjà dans le temps. Pour pas que l'orifice soit perdu, quoi. Voilà, parce que la sonde de Foley est très souple, donc on pourra pas percer l'abdomen avec. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On envoie rapidement aux urgences avec une sonde de... L'idéal, c'est d'avoir une sonde d'avance de rechange au cas où. Comme ça, le patient, il peut aller avec sa sonde ou son bouton de Mickey aux urgences. Parce que des fois, aux urgences, ils n'ont pas le bon matériel ou la bonne taille. Et des fois, ils font plus de dégâts qu'autre chose. Et puis, il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas formé à la pause. Donc, même souvent, aux urgences, en fait, hein. même aux urgences. Ils sont passés par les urgences et ils n'ont pas mis la bonne sonde, pas la bonne taille. Moi, je dis ça, c'est parce que... Ils ont traumatisé les patients. Moi, j'ai 25 ans de recul et j'ai vu des trucs, des trucs de dingue au bloc opératoire qui reviennent là-dessus. Une interne gonflait un ballonnet dans une paroi parce qu'en fait, ça passait plus, c'était rétréci. Et en fait, elle a fait nécroser le tissu. Elle commence à faire un escarre à un patient. Parce qu'elle avait gonflé le ballonnet dans la paroi, en fait c'était déjà refermé derrière. Elle s'est pas trop posé de questions aux urgences parce que c'était pas une sonde adaptée en plus. Et ouf, le patient il pouvait remanger. Mais... Non, c'est chaud, hein, c'est chaud. On est embêté parce qu'on n'a pas le service après-vente. Le problème, c'est que pour nos résidents, c'est vital. Voilà, tout simplement vital, quoi. Et puis le problème, c'est que quand ça passe pas bien, ils sont hospitalisés. Et puis là, c'est la dégringolade pour eux parce que être en sanitaire, c'est compliqué. Même aux urgences, plusieurs heures sur un brancard, c'est une catastrophe. Alors que c'est quelque chose, en effet, qui pourrait être très vite et puis très simple, quoi. Ça, franchement, je comprends. Parce que... Des fois, on a fait une paire de fois et ça fonctionnait. On appelait directement la gastro. Oui. Comme ça, il ne passait pas par les urgences, il y allait, ça durait 10 minutes, il revenait. Exactement. Ça, c'est une très bonne solution parce que après, je ne sais pas quel est le gastro-entérologue, mais la plupart que je connais, ils sont quand même très, très disponibles. Parce qu'ils comprennent l'intérêt de la chose. Hein. Voilà, tout à fait. Ils comprennent l'intérêt de la chose. Après, c'est un partenariat à avoir avec nos poseurs. Hein. Peut-être des rendez-vous réguliers tous les 6 mois pour qu'ils voient les patients pour changer, pour refaire le point. C'est pas, mais c'est pas tous les 6 mois déjà. Non, mais après, c'est du partenariat. En effet, même les Mickey, le problème des Mickey, c'est très bien, il n'y a pas de sonde, mais si les gens grossissent ou maigrissent, il faut adapter la longueur de la paroi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un suivi à avoir derrière. Si le patient il se met à prendre même 5 kilos. Oui, pour le peu qu'il soit sous corticoïde, des trucs comme ça. S'il se met à avoir une paroi plus épaisse ou plus maigre, il faut adapter la grandeur de la... C'est pour ça qu'on en voit un petit peu moins. On en voit beaucoup chez les enfants. Mais ils sont mieux suivis, je pense. Non, mais je trouve qu'il y a une explosion de pose de GEP. En sachant que les Mickey chez les enfants, c'est quand même les parents qui sont éduqués à l'équerre, à les changer. Oui, mais alors on va être clair, c'est moche ce que je vais dire ça, mais en fait c'est les aidants. Et eux, ils ont le droit de faire. Les parents, ils ont le droit de faire. Nous, soignants, par rapport à un décret de compétence, on ne peut pas. C'est comme ça. On a interpellé des gens en haut quand on a fait les fiches GEP, mais je sais pas, ça a dû partir en pigeon voyageur parce qu'on n'a jamais reçu de réponse. Mais le même souci, même en cancérologie, où il y a beaucoup de patients qui en ont, de plus en plus. On a un peu le même problème.
On a fait un peu une demi-heure de rab, hein, mais bon, désolée. mais bon, après, C'est pour les questions. c'est normal. Hein. Normal, merci beaucoup. C'est normal. Mais en tout cas, voilà. Et puis, si on a d'autres thématiques, peut-être pansement, on envisage avec Fred, mais elle ne se jette pas. Mais on va essayer parce qu'avec tout le panel de pansement, moi, c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Hein. Ça pourrait être intéressant pour un nouveau webinaire. Voilà. Okay. Et ben, merci à tous. Merci pour votre question très enrichissante. Et maintenant, on sait un peu plus de choses de ce qui peut se passer dans vos établissements. Et on vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.